Bonjour à toutes et à tous sur la chaîne YouTube du Planétarium de Vaux-en-Velin, qui nous regardait du coup après la crise sanitaire, donc dans le futur comme d'habitude. Les vidéos seront en ligne, c'est promis. Si vous êtes dans le chat actuellement, on vous donnera le lien vers la chaîne YouTube toute neuve du Planétarium quand elle sera prête, c'est promis. Et surtout suivez le Twitter du Planétarium pour rester au courant de tout ça. On est donc toujours sur l'opération Planétarium at Home, la version à distance du Planétarium de Vaux-en-Velin. 3 volets. Le lundi, Astronome at Home, où on reçoit des chercheurs en astronomie et des chercheuses en astronomie qui nous parlent de leur travail en détail. Et le mercredi, c'est une session médiation at home où nous recevons Pierre ou moi, médiateur et médiatrice scientifique du planétarium, le public afin de faire une session de vulgarisation sur des jeux à connotation astronomique, sur des quiz, sur des présentations de planétarium en ligne et autre chose, notamment le JT du ciel que fait Pierre sur des publications scientifiques vulgarisées. Le vendredi, nous recevons une fois sur deux, une semaine sur deux, un ou une vulgarisateur, vulgarisatrice active sur Internet, que ce soit des journalistes, des youtubeurs, des streamers ou encore des chercheuses comme Alexandra Gros ici présente. Bonjour Alexandra. Bonjour Camille. Voilà, donc Alexandra Gros, qui est chercheuse au laboratoire, que je ne me trompe pas dans l'intitulé, l'Institut des maladies neurodégénératives de Bordeaux, en contrat avec le CNES, qui est en postdoc. Et de quoi vas-tu nous parler, Alexandra? Bonsoir à tous. Oui, c'est ça. Je suis bien en contrat avec le CNES. Je voulais juste être sûre que tout le monde m'entend bien. Est-ce Tout que le monde c'est bon? t'entend bien, en tout cas sur mes niveaux, ça a l'air de coller. Dites-moi Ok, si tout va super. bien. On est en live de toute façon, donc c'est normal. Ce n'est pas préenregistré. Genetics te dit qu'on t'entend bien. Parfait. Bienvenue à celles et ceux qui viennent d'arriver. Ah, Voilà, donc je t'invite peut-être à dire en quelques phrases un bah, peu du qui coup, tu es, et puis voilà. Je vais grossir un peu ton écran. parfait. Alors, du coup, moi, je suis docteur en neurosciences et actuellement en contrat de post-doctorat. Donc, en fait, c'est des contrats qui sont après la thèse. C'est des contrats qui durent, ça dépend des contrats, mais qui peuvent durer entre 6 mois et quelques années. Voilà, en CDD. Et du coup, j'ai été recrutée en 2019 par le CNES pour faire un postdoc. Et du coup, je travaille sur la mémoire. En fait, j'ai un parcours sur la mémoire et les mécanismes neuronaux de la mémoire. Voilà. Et du coup, là, j'étudie sur mon projet actuel l'impact de la microgravité sur les processus mnésiques et les euh, de, mécanismes cellulaires et moléculaires de la mémoire. C'est vrai que les gens peut-être ont entendu parler des effets de l'impesanteur sur le corps humain, mais c'est vrai que sur le cerveau, on n'y pense pas forcément. Et c'est pour ça que je t'ai invité pour en parler, puisque Je suis là pour ça. c'est d'actualité. Il y a notre cher Thomas Pesquet qui va partir dans l'espace très bientôt. Tout à fait. Et donc il sera sûrement sujet à ce genre de soucis. Je suis en train juste d'agrandir un peu ton écran, histoire que tu couvres bien tous les... Voilà, c'est beaucoup mieux comme ça. Le volume de la Le sonde son a l'air continue. de. Il y a le lion qui dit que le Voilà, volume sature un peu, ça devrait mais aller. Là, ça va effectivement, t'étais dans le rouge et je là, ça parle va mieux. déjà. J'augmente le mien alors, c'est parti. Attendez, j'augmente mon son. Je vais mettre un petit gain. Hop, voilà. Mon son devrait être un peu mieux. Ouais, il est plus fort. Voilà. Je pense que ça devrait être un peu mieux comme ça. C'est parfait. Donc cette session se déroule en 3 parties, hein, je le rappelle. On commence par parler un petit peu du travail d'Alexandra. Après, on parlera de son travail de vulgarisation et son parcours. Voilà. Euh, alors j'ai noté plein de choses pendant qu'on préparait cette émission. Tu m'as parlé du coup des effets de la microgravité sur la mémoire. Comment on a mis ça en évidence? Comment on s'est rendu compte de ça? Alors, en fait, les scientifiques étudient l'impact de la microgravité sur la mémoire depuis déjà un petit moment, en fait, finalement, depuis que l'homme va dans l'espace. Ça a commencé avec les premières
les premiers, je vais perdre, pas satellite, mais comme l'ISS, les stations internationales, Oui. enfin Mir, par exemple, ça a commencé avec Mir. Et du coup, en fait, on étudie la mémoire chez les astronautes. Alors, souvent, c'est fait avant et après. C'est-à-dire qu'on regarde s'il y a une différence entre sur des tâches de mémoire avant qu'ils partent et après qu'ils partent. Donc après, ce qui est un peu compliqué, c'est que les astronautes, en fait, ils prennent des jets au décollage. Donc il y a un effet de l'hypergravité. Ensuite, ils Mhm. sont en microgravité. Et ensuite, ils redescendent sur Terre. Donc il y a un effet d'hypergravité à nouveau. Et ensuite, ils sont à nouveau sur le plancher des vaches. Mais en fait, ce qui est un peu compliqué, c'est qu'on ne peut pas être sûr que l'effet qu'on observe est l'effet uniquement finalement de la microgravité, puisqu'ils ont subi quand même pas mal de choses. Mhm. Et le fait de redescendre sur Terre et de retrouver la normogravité, ça peut aussi être pris comme une sorte d'hypergravité pendant un certain moment. Donc, du coup, ça peut être un peu compliqué de définir tous les facteurs qui influencent la mémoire à ce moment-là. Mais ça n'empêche qu'il y a des petites tâches qui ont été faites avant, après les vols. Il n'y a pas grand-chose pendant, parce que les astronautes ont déjà beaucoup de choses à faire, Mhm. finalement. Ils ont des manips à préparer avant, ils font tourner des manips, etc. Alors, il y a des manips physiologiques de sanguines, musculaires, etc. Mais il y a assez peu de manip mémoire. Par contre, ce qui a été quand même observé, c'est qu'il y a un petit problème d'attention, de mémoire, un peu de travail. C'est-à-dire qu'ils ont du mal des fois à faire deux choses en même temps. Donc, du coup, ça peut être un problème parce qu'ils peuvent oublier certaines choses. Voilà. Et il n'y a pas grand-chose. En fait, finalement, il n'y a pas tant de déficits que ça qui ont été observés. C'est souvent lié à des problèmes d'adaptation, c'est-à-dire que quand l'organisme passe en micro-pesanteur, finalement, tous les repères spatiaux, sensoriels, en fait, sont bouleversés par la microgravité. Du coup, il faut que l'organisme se réadapte. Et en fait, la mémoire, elle est hyper dépendante de ces éléments sensoriels. C'est-à-dire que, en fait, il faut prendre tout en compte. C'est-à-dire que, par exemple, la mémoire spatiale, elle se base sur les éléments qu'on a autour de nous, sur le haut, le bas. La mémoire, elle utilise aussi les sons, elle utilise l'olfaction, etc. Et du coup, ben, tout ça est complètement bouleversé en micropesanteur. Donc, c'est pas étonnant qu'il y ait besoin d'une adaptation. Mais Mhm. finalement, il y a assez peu, on pourrait dire par rapport à l'énorme changement que ça fait, il y a assez peu de déficits qui sont observés, en tout cas chez l'astronaute. Mais ce qu'il faut voir, c'est que les astronautes, ils sont surentraînés. C'est-à-dire qu'ils sont préparés avant, pendant plusieurs années. Donc forcément, c'est un peu difficile de mettre en avant des déficits de mémoire quand de toute façon, ils ont été sélectionnés de base pour être des surhommes, hein, des surhumains en tout cas. Donc, du coup, c'est un peu compliqué. Mais néanmoins, les petites observations qui ont été faites, c'est sur des vols plutôt longs. Donc, ça pose quand même la question des vols, par exemple, pour aller sur la Lune, pour aller sur Mars, de se dire que quand même, il faut étudier ça un petit peu plus pour être sûr qu'il n'y a pas de gros déficit de mémoire, ou en tout cas d'essayer de voir si on peut, en tout cas, pallier à ces déficits de mémoire et éviter les problèmes sur le long terme. Donc ça, c'est la première chose, c'est chez l'astronaute. Et ensuite, comme il y a quand même assez peu d'astronautes, il y a peu d'astronautes femmes également. Du coup, il y a peut-être des différences aussi entre les astronautes hommes et les astronautes femmes qui a déjà été montré sur la physiologie, par exemple. Donc, du coup, il faut étudier la mémoire sur des modèles humains de la microgravité, en fait. Et là, il y a plusieurs modèles. Donc, voilà, si tu veux mettre la petite diapo que j'ai fait pour montrer aux gens les La différents modèles. voici. La voici. Attends que Ah bah, je grandisse super, la bonne parfait. fenêtre. Voilà, et que je la mette derrière
le chat et ça devrait le faire. Voilà. Petite Super. tambouille de mise en scène. Donc, du coup, en fait, donc voilà, il y a les astronautes. Et en fait, après, sur Terre, il y a trois modèles différents chez l'humain. Il y a le bed rest, ce qu'on appelle le bed rest. Donc, c'est la deuxième image où on voit un homme qui est la tête en bas, en fait, sur un lit. Et en fait, les gens qui sont volontaires pour faire ça, alors c'est des gens qui peuvent rester plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Et en fait, ils sont rémunérés pour faire ces études, etc. Donc, ils vont rester plusieurs semaines la tête en bas et ils vont être étudiés sous toutes les coutures. Et le fait d'être la tête en bas comme ça mime les effets de la microgravité pour être sur la physiologie. C'est-à-dire qu'il y a les afflux sanguins qui sont modifiés. Donc, il y a plus de sang qui va au niveau du cerveau, comme c'est le cas en apesanteur. Il y a également une perte osseuse et musculaire au niveau des jambes. Donc du coup, ça mime et l'intérêt, c'est qu'en fait, on peut faire sur ces participants des tâches de mémoire avant, pendant et après. Et du coup, ça nous permet vraiment d'avoir une timeline, en fait, des déficits qui peuvent être observés. Donc, c'est assez pratique. Et le deuxième modèle qu'on a aussi sur Terre, c'est l'immersion sèche. Donc, en fait, l'immersion sèche, c'est des participants, pareil, qui sont mis dans une piscine. Alors, c'est sec, mais ils sont dans une piscine avec de l'eau et ils sont sur une bâche. Et en fait, ça permet de les mettre dans un environnement où ils flottent, en fait. Mais c'est pas très agréable. Les participants qui participent oui, ils peuvent pas participer à autre chose, mais ils participent à l'immersion sèche. Ils en ont un peu marre assez vite parce qu'en fait, ils peuvent pas se lever. Dès qu'ils bougent, c'est hyper perturbant, etc. Il faut les aider pour aller aux toilettes, ce genre de trucs, parce qu'ils peuvent pas bouger de l'immersion sèche. Donc, du coup, on fait ça que pendant une semaine ou deux, parce que après, sinon, c'est trop compliqué pour eux. Mais c'est pareil, on peut faire des tests de mémoire avant, pendant et après. Donc, c'est quand même pas mal. Et le dernier modèle qu'on a sur Terre, c'est les vols 0G. Voilà, le vol 0G, l'intérêt, c'est que, en fait, l'avion, il fait des cycles. Il fait 30 cycles de montée et de descente. Donc, je pense que les gens savent globalement bien. Il y a plein de vidéos. Là, je t'avais donné un lien de Dirty Biology. Je vais la mettre dans quelques instants. 0G. Voilà, comme ça, je vais pouvoir montrer où sont les expériences. Alors, attends, 2 petites secondes. Voilà. Je vais y arriver. Je suis en train juste de faire un petit réglage. Voilà. Les gens qui sont allés il n'y a pas longtemps, là, ils ont vomi leur trip dans le vol 0G. Effectivement, le lieutenant Thomas Pesquet est un des pilotes. Bon, là, il va bientôt partir, donc c'est pas le pilote en ce moment, mais oui, effectivement. Hop, voilà, je préparais juste une version petite de ta caméra pour pouvoir afficher à la fois ta tête et ce que tu racontes. Alors, on va mettre le navigateur. Voilà. Hop, et je veux... attends, il faut juste que je mette la bonne fenêtre. On va y arriver. Hop. Attends, pendant que je fais ça, je regarde juste un petit peu les questions. Je regarde les questions. Je vais répondre pendant que tu fais ça, je réponds à la question de El Chico qui demande si les déficits sont pas dus à la situation stressante qu'ils sont en train de vivre. Alors en fait, c'est une super question. C'est une question qu'on se pose nous-mêmes qui travaillons sur l'animal. Et en fait, oui, c'est une situation stressante. Et en fait, c'est difficile de séparer le côté microgravité du côté stress, parce qu'en fait, ce stress, il est présent tout le temps. Le fait que l'environnement soit modifié, etc., ça crée des stress. Mais en fait, finalement, les astronautes, ils sont super entraînés pour faire face à ces situations stressantes. Et autant au début, on peut avoir cet effet de stress, autant après, ça se stabilise. Et ensuite, ils sont adaptés. Et du coup, c'est un petit peu moins stressant. Après, il y a des effets de dépression qui peuvent se mettre en place par le fait qu'ils sont confinés. Finalement, c'est
c'était des bons modèles du confinement qu'on est en train de vivre avec la Covid, puisque eux, ils sont déjà dans des séances de confinement. Voilà, donc c'était. Mais oui, c'est une bonne question sur le stress. Et comme tu disais, d'avoir des biais aussi dus à leur métier, peut-être la volonté de ne pas flancher ou ce genre de choses. Exactement, en fait, c'est ça qui est compliqué, c'est que les astronautes, en fait, ils veulent repartir pour la plupart. Oui. Donc, ils ont du mal à dire les problèmes qu'ils ont pu avoir, en fait, de mémoire ou autre, parce que ça peut potentiellement les disqualifier pour repartir. Donc, du coup, on le sait, mais souvent, des fois, un peu tardivement, ils vont dire, quand ils savent qu'ils vont plus repartir, ils vont dire, oui, en fait, on avait quand même des petits soucis de mémoire. Les soucis de vision ont été, par exemple, étudiés assez récemment. Et c'est dû notamment à un afflux de liquide céphalorachidien au niveau du cerveau. Et du coup, ça crée des troubles de la vision. Après, c'est pas forcément dangereux, c'est pas forcément gênant. Mais quand on le sait, au moins, on peut essayer de pallier à ces troubles en mettant en place ce qu'on appelle des contre-mesures. Donc, du coup, il vaut mieux le savoir avant pour mettre en place des choses. Une contre-mesure rigolote, c'est d'augmenter les épices dans les plats, puisque avec l'afflux sanguin dans la tête... Tout à fait, pour l'olfaction, ouais. Voilà, le nez est congestionné, donc ils sont obligés Exactement, d'augmenter c'est ça. C'est un peu comme quand on prend l'avion aussi, on a des sensations olfactives et gustatives qui sont modifiées. Et pour eux, dans la station internationale, où en plus, par exemple, il y a très peu d'environnement olfactif, en fait, parce que l'air, elle est renouvelée en permanence. Du coup, il y a vraiment... Enfin, l'environnement est complètement modifié. Donc, du coup, c'est compliqué d'avoir les mêmes repères en permanence. Et d'ailleurs, c'est assez marrant parce que Thomas Pesquet disait que quand il rentrait dans la station, il sentait l'espace, qu'il y avait un petit peu de cet espace qui rentrait quand ils rentraient en même temps et quand ils enlevaient leur combinaison, ils arrivaient à sentir un peu l'espace. Je ne sais pas à quoi sent l'espace, mais ça doit être... Je crois que c'est les astronautes de l'Apollo aussi qui disaient qu'il y avait une espèce d'odeur sur la Lune avec la poussière lunaire. Ouais. Donc, ouais, c'est un peu... Ça serait bien qu'ils ramènent de l'air d'espace, finalement. Bah là, actuellement, ils sont en quarantaine avant le lancement. Ils essaient de ne pas ramener trop d'air de la Terre, justement, de ne pas ramener le Covid, notamment dans l'espace. Et je vois Général Kala, donc le club astro de Lyon-Ampère, qui est au-dessus du planétarium, qui te demande, est-ce que vous avez travaillé sur les résultats des frères Kelly? Et là, tu vois, on a bien fait d'y penser à cette question. Ouais, alors moi non. Après, dans la littérature, alors ils ont travaillé beaucoup sur l'expression des gènes, sur les frères Kelly. Sur la mémoire, il n'y a rien qui est sorti encore. Après, ça veut pas dire que ça n'a pas été fait, juste que ça n'a pas été publié et que du coup, on n'a pas les résultats. Donc, je pense qu'il y a des choses qui ont dû être faites justement parce qu'on attend d'avoir ce genre de personnes. Les jumeaux, c'est pas souvent, donc du coup, c'est quand même des bons contrôles. Mais pour l'instant, ça a pas, en tout cas, c'est pas publié pour le moment. Et en fait, les astronautes sont souvent leur propre contrôle. Donc, du coup, finalement, on observe qu'il y a une énorme variabilité. C'est un problème, en fait. C'est pour ça qu'on travaille chez l'humain sur Terre, parce que chez les astronautes, on observe quand même pas mal de variabilité. Par exemple, sur des effets dépressifs, un peu, il y a une grosse variabilité entre ceux qui vont dire ils ont ressenti vraiment des effets d'anxiété, de ce confinement, finalement, et d'autres pas du tout. Donc, voilà. Donc pour rappel, les frères Kelly, c'est deux astronautes de la NASA. Il y en a un qui est resté sur Terre pendant que son frère était en orbite. Il a fait un record de durée. Alors c'est pas lui qui a le record de durée, mais je sais plus sous quelle forme. Vous savez, les records, il y a toujours des petites conditions. Ah oui, c'est le record de durée, mais avec ça en plus ou en moins. Voilà. Je n'entrerai pas dans ce débat-là. En tout cas, il est resté longtemps dans l'espace. Et ils ont pu comparer les deux frères jumeaux à son retour sur différents paramètres. On a ensuite Ancelade Bis qui te demande la nuance entre microgravité et apesanteur. Est-ce que tu la connais? Peut-être une bonne question. Alors, je suis pas spécialiste, je suis pas physicienne, hein, du coup, ça devient un peu plus compliqué. En fait, de ce que moi je sais, c'est qu'en fait, on parle très peu d'apesanteur pour la simple et bonne raison que même dans l'ISS, il y a quand même une micro-pesanteur. Donc, en fait, c'est jamais complètement. En fait, on n'est pas dans le vide.
Donc, la pesanteur, c'est uniquement dans le vide complet, en tout cas de ce que j'en ai saisi. Donc, du coup, on est toujours en microgravité, en fait. Microgravité que vous n'allez pas pouvoir détecter comme ça facilement à l'œil, et ça suffira pas Non, pour que votre voilà, cerveau se c'est... dise voilà, que le bas est là. Mm. C'est comme là, j'imagine la station spatiale, elle est un peu freinée par l'atmosphère. D'ailleurs, on la remonte régulièrement, hein. Du Exactement. coup, on doit sentir parfois une micro pesanteur au moment où elle C'est déchausse ça, un ouais, peu. voilà. Et en fait, ils en sont pas Mais bon, forcément conscients, mais elle existe, quoi. voilà. Après, microgravité, ça permet aussi de parler, par exemple, des gravités faibles qu'on peut trouver sur la Lune, ce genre de choses. Oui, Euh, voilà, c'est ça. Alors, la Lune, je me souviens plus. C'est c'est un 0, sixième de G, je peu. crois, quelque chose comme ça. Je vais vous dire ça. Oui, voilà, c'est un sixième de G. Et sur Mars, Je je crois qu'on sais passe à un tiers. Je vais te trouver la réponse. Pendant cela, je te lis une autre plus. Ouais. question. Euh, Est-ce qu'on peut faire des tests mémoire sur des plantes? Tu veux dire, est-ce que... Comment ça, le lion? Non, C'est-à-dire... c'est une super question. En fait, oui, il y a des tests de mémoire sur les plantes. Alors, je te laisse développer ça pendant que je cherche les réponses sur Ouais, la alors gravité de en la fait, Lune. 38% sur Mars, oui, c'est ça, c'est un tiers et voilà, c'est ça. Et oui, en Un fait, tiers et un la sixième, c'est ça. mémoire des plantes, en fait, ça dépend comment on considère la mémoire. C'est-à-dire que nos cellules peuvent avoir une mémoire. Donc en fait, c'est non, la mémoire de l'eau, non. Ah non, 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 on va pas aller jusque-là quand On même, va hein. pas dans le détail de la mémoire de l'eau. Non, mais par contre, oui, les plantes, il y a des tests qui ont été faits de mémoire, en fait. C'est-à-dire qu'on voit si les plantes sont capables de se souvenir, finalement, de certaines choses. Donc, maintenant, on parle de plus en plus de cognition chez la plante. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme test? Ben, par exemple, de se souvenir que, par exemple, le vent venait d'un côté et que du coup, vaut mieux aller de l'autre côté pour être moins embêté par le vent ou la lumière, où elle arrive, ce genre de choses. Donc, du coup, non, c'est en plein développement, en fait, le côté cognition chez les plantes et c'est super intéressant. Et du coup, par exemple, on peut aussi parler de mémoire dans les cellules parce que nos cellules, par exemple, nos neurones, ils gardent en mémoire certaines informations. Donc, quand il leur arrive quelque chose, en fait, il y a des mécanismes qui se mettent en route, comme l'expression de certains gènes qui vont rester pendant un certain temps, etc. Et en fait, si on parle de mémoire comme quelque chose à se souvenir, ben, finalement, ces cellules, elles se souviennent pendant un certain temps d'un certain nombre de choses en fait. Donc du coup non, la mémoire peut être à différents niveaux. Après, quand effectivement on parle de mémoire en général dans la tête des gens, c'est effectivement les souvenirs, ce genre de choses. Donc, Et votre corps se il y a souvient aussi de vos agressions extérieures avec les cellules immunitaires également. Heureusement d'ailleurs. tout à fait, exactement, la mémoire immunitaire, tout ça, ouais. Mm. On a Sinerta qui te parle d'oreille interne. Alors effectivement, l'oreille interne, elle est touchée, hein, et ça crée le mal de l'espace. Les Ouais. sens sont pas d'accord entre eux, du coup le cerveau pense être empoisonné, donc on va vomir, voilà. Mm. Et est-ce que ça pose des soucis cognitifs en plus, des soucis sensoriels? Alors en fait, c'est lié. C'est-à-dire que les problèmes d'oreille interne sont hyper bien définis. Mhm, C'est-à-dire qu'ils sont super bien étudiés, que ce soit chez l'homme ou chez l'animal. C'est peut-être un des trucs qui est le plus étudié d'ailleurs sur le mhm, cerveau. Et du coup, oui, en fait, il y a un lien entre mémoire et système, ce qu'on appelle le système vestibulaire de mhm. l'oreille interne. Donc, du coup, ça modifie aussi les perceptions euh, sensorielles, le haut, le bas, le mouvement. Tout ce qui est mouvement, par exemple, les astronautes, dans les tâches de mémoire, on voit qu'ils sont plus lents dans certaines choses. Parce que du coup, ils n'ont pas cette impression de mouvement, ce problème d'oreille interne. Mais c'est temporaire tout ça? Est-ce que ça revient après qu'ils sont au Oui, sol? oui, oui, c'est complètement temporaire, c'est complètement réversible et ça revient après quelques jours, voire semaines. Ça dépend en fait, parce que quand ils reviennent, il faut voir qu'ils passent de 0 à, euh, à 1. Donc c'est comme s'ils avaient de l'hypergravité. Donc Oui. du coup, il faut se réadapter, mais à nouveau, c'est une phase d'adaptation et du coup, voilà, ils s'adaptent et après, ça revient complètement pareil. Après,
Ce qui est compliqué, c'est que la mémoire étant pas hyper bien étudiée chez les astronautes, on a du mal à évaluer entre le niveau de base et le niveau à la fin. Mhm. Donc, voilà. Est-ce que c'est vrai qu'il y a aussi des effets qui peuvent être irréversibles, comme l'ostéoporose, comme la perte Ouais. musculaire? S'ils font pas de sport, ils font 2 heures de sport par jour, mais s'ils en faisaient pas, Ouais. ce serait très embêtant. Les problèmes cardiaques aussi, puisque le cœur, si j'ai bien compris, il y a plus Tout à de fait. sang envoyé vers le bas que vers le haut normalement, mais quand il n'y a plus de gravité, du coup on envoie plus vers la tête. C'est pour ça qu'ils sont un peu gonflés, ils ont le nez gonflé. Ouais, Et donc s'ils restent très longtemps c'est dans ça, l'espace, on voit ça exactement. dans les séries de science-fiction, quelqu'un qui vit dans la ceinture d'astéroïdes pourra jamais aller sur Terre par exemple, parce qu'il sera jamais adapté. Est-ce que du coup pour la mémoire, est-ce que tu penses que si on reste, je sais pas, 2 ans dans l'espace, est-ce que là l'effet pourra être un peu moins temporaire? Est-ce qu'on a des indices là-dessus ou pas du tout? Ben, pour l'instant, on n'a pas trop d'indices. Et c'est pour ça que moi, j'étudie ça chez l'animal aussi Mhm. sur Terre pour essayer de déterminer, en tout cas sur des modèles qui sont plus petits et du coup, où on peut étudier ça sur le long terme. Après, pour l'instant, on ne sait pas, en fait. C'est-à-dire que ça sera l'inconnu total. Mhm. Et effectivement, il y a des choses qui sont plus ou moins irréversibles chez les astronautes, malheureusement. Et en fait, on parle même de vieillissement prématuré chez les astronautes. Donc, du coup, oui, ça pose forcément question. Est-ce qu'il faut envoyer des hommes et comment ça va se passer, etc. Donc, de passer par l'étape animale, ça va permettre justement de déterminer si ces déficits sont plus ou moins réversibles, plus ou moins présents à long terme, etc. Donc, en fait, c'est une première étape avant de passer sur l'humain qui partirait potentiellement plus longtemps dans l'espace. D'accord. On a le lion qui dit il y a des bénévoles qui sont payés pour rester couchés comme ça. Alors il y a une contradiction dans ta phrase. Le lion, c'est que s'ils sont bénévoles, ils sont pas bénévoles puisqu'ils sont payés justement. Et vous pouvez tout Non, à fait, oui, oui, non, ils sont payés. Ouais, j'ai vu la question. vous pouvez Et non, ils sont candidater pour ça payés et ils d'ailleurs, sont. hein. Ouais. Non, oui. Si vous voulez rester couché pendant 3 mois, vous pouvez payer, mais ça a l'air sympa comme ça, mais pendant 3 mois, ça commence à faire long quand Non, même, hein. ouais. Non, franchement, c'est pas hyper. Et en fait, ils sont hyper stimulés. Ils ont des trucs tous les jours. Faut manger la tête à l'envers. Je pense qu'au bout d'un moment, on en a vite marre. Oui, je pense, ouais. Au moins en apesanteur, on peut se déplacer, quoi. Oui, voilà, c'est exactement ça. El Chico nous dit est-ce que les déficits sont pas dus à la situation stressante qu'ils sont traduits durant le vol spatial? Donc ça, on a vu qu'il y avait effectivement des biais psychologiques possibles. Je regarde, qu'est-ce qu'il y a d'autre? C'est trop cool votre chaîne Twitch. Bah, merci Boom 4950, merci beaucoup. Est-ce que tu as de la chance quand même de faire des vols 0G avec tes expériences? Ah non. Non, j'aurais bien aimé, mais pour l'instant, j'en ai pas fait. Puis avec le Covid, là, c'était un peu compliqué. Du coup, non, j'en ai pas fait. Je suis un peu déçue. On a Arpixis qui te demande à propos des frères Kelly si tu sais s'il y avait une question de ces télomères qui auraient grandi. Je sais pas, je suis pas au courant de ça. Ah oui, 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 en fait, c'est sur l'expression, oui, c'est sur l'expression génétique. Alors oui, alors je suis pas allée lire la publi, donc je risque de dire des bêtises, mais oui, il y avait quelque chose qui était sur les télomères et les Hmm. télomères notamment sont impliqués dans le vieillissement cellulaire. Et plus ils sont courts et plus le vieillissement est rapide. Donc, du coup, ça posait justement la question de ce vieillissement accéléré chez les astronautes. Hmm. Et du coup, c'est les télomères de celui qui était en l'air qui ont raccourci plus vite? Il me semble, ouais, que D'accord, c'était dans ce sens-là, mais il d'accord. faudrait que j'aille vérifier dans la publication. Ok, bah écoutez, si ça vous intéresse, vous tapez Scott Kelly sur internet, vous aurez toutes les infos que vous voulez. Je pense qu'en plus, il a fait plein de vulgarisation une fois qu'il était dans la Ouais. station spatiale. Donc n'hésitez pas à aller voir les vidéos de Scott Kelly, ce sera très intéressant également. Malheureusement, on peut pas tout faire une session de live. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les ratios, oui, effectivement, donc Papy Mollusque nous reparle des épices, effectivement, c'est plus fort dans la nourriture pour astronautes. Le lion, le live pour l'arrivée de Thomas Pesquet, ça n'est pas ce soir, c'est jeudi 22. Le Planétarium fait un live, ce sera Pierre qui sera là. Ouais.
Moi, je m'occuperai du live tweet avec ma collègue de la direction de la communication. Et Pierre recevra des invités à partir de 10h30 jeudi pour le décollage et à partir de 10h30 vendredi pour l'amarrage. Voilà, donc vous pouvez voir ça sur beaucoup de chaînes, mais bien sûr, je fais la pub de la chaîne du Planétarium puisque nous recevrons des invités intéressants, notamment un astronaute. Eh bien oui, parce que nous, on connaît des astronautes ici. Donc, on aura normalement Michel Tonini. Bah moi, je travaille sur ça, mais j'en connais pas. Normalement, il y aura Michel Tonini qui sera là. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre Inès Vidéo qui dit en résumé, tu nous parles de tous ces problèmes pour nous décourager de candidater et avoir moins de concurrence. Mais non, il faut candidater. Là, l'ESA, ils cherchent des candidats et des candidates. N'hésitez pas à postuler. Alors, il faut, si je me souviens bien, il faut un bac plus 5, il faut 3 ans d'expérience. Et ensuite, il faut faire un certificat médical, si je me souviens bien. Parce qu'on a regardé quand même, au labo, on a regardé en se disant que tiens, on peut très bien. Mais non, c'est pas pour moi. L'espace ne sera pas. Tu voulais tester tes hypothèses sur toi-même, en fait, c'est ça? Ouais, non. Après, on va envoyer des souris dans l'espace. Donc, ça, c'est déjà fait. Donc, du coup, on testerait nos hypothèses autrement. Mais non, je crois que partir dans l'espace n'est pas pour moi. Et d'ailleurs, on parlait des plantes tout à l'heure, mais des plantes ont déjà été envoyées dans l'espace et on a vu que elles se dirigeaient vers la lumière plus que vers la gravité, je crois. Je crois que c'était ça la conclusion. Que quel que soit le sens où tu les mettais, elles allaient vers la lumière. Ils ont fait pousser des salades aussi. Ouais. Et qu'elles arrivaient à bien pousser, ouais. Voilà. Ils ont même mangé leur salade d'ailleurs. Oui, tout à fait, ouais. On a Encelade qui te demande quel type de tests de mémoire sont demandés aux astronautes pendant et après et avant leur mission. Alors, les tests de mémoire, alors les tâches sont un petit peu compliquées. Alors, il y a de suivre des cibles. Voilà, donc ça, c'est plutôt pour la réactivité, l'attention, etc. Il y a des listes de mots à retenir qui sont censés mimer la mémoire épisodique, enfin, tester la mémoire épisodique. Voilà. Et ensuite, qu'est-ce qu'ils ont testé? Des tests. Alors, c'est difficile à traduire en français. Ça s'appelle des dual tasks. On leur demande de faire 2 choses à la fois. Et du coup, on voit justement ils perdent un peu de l'attention et du coup, ils deviennent moins performants. Et c'est le cas en fait. C'est surtout dans ces tâches-là où on leur demande une attention assez élevée que là, ils commencent à être un peu moins performants. On a Giffereux qui te demande si la mémoire peut être aussi perturbée par un sommeil ponctué de bruit des machines, à l'alternance jour-nuit, c'est 16 fois par jour. Est-ce qu'il y a des infos là-dessus? Ouais, en fait, le sommeil des astronautes est quand même perturbé, ne serait-ce que par le fait que du coup, ils font plusieurs fois le tour de la Terre, donc ils ont plusieurs levées de soleil et couchers de soleil, etc. Du coup, ils n'ont pas du tout les mêmes rythmes. Alors, on les force à avoir le rythme, justement, pour qu'ils se maintiennent. Mais oui, en fait, quand on perturbe le sommeil, il y a des gros problèmes de mémoire qui apparaissent. Donc, dormez bien, c'est très important de bien dormir. En fait, quand on fait des restrictions de sommeil sur des gens, la mémoire ne se porte pas bien du tout. Ça a été des tortures d'ailleurs qui ont existé. Hein, ça... Voilà. On a le lion qui dit côté inversible, leur taille augmente de 2 cm. Effectivement, vous pouvez même faire le test. Si vous mettez debout et que vous mesurez, si vous mettez allongé et que vous mesurez, donc la gravité est identique sur toutes vos parties du corps, vous allez grandir de 2-3 cm. Donc effectivement. Ouais. Et en fait, là, dans l'espace, c'est parce qu'il n'y a plus de pression en fait, sur leur corps. Donc du coup, en fait, les tensions se libèrent, notamment au niveau du dos. Et du coup, en fait, les vertèbres sont moins tassées. Par contre, quand ils ont possiblement un effet d'écrasement qui peuvent apparaître. Donc, du coup, c'est un peu ambigu, quoi. D'ailleurs, quand vous les voyez arriver, ils sont pas bien, ils marchent pas tout de suite. Oui, voilà, hyper gaffe parce qu'ils risqueraient de se faire mal, en fait. Donc, du coup, voilà. Tiens, on a une question intéressante de Equin. Enfin, toutes les questions sont intéressantes, mais... Sur la physiologie. Oui. Pardon, je t'ai coupé parce qu'il y avait eu un décalage de son, désolé. Ah, non, pas de souci. Tu disais quoi? Pardon, j'ai pas entendu ta phrase. Je disais que quand même, c'est pas hyper cool sur la physiologie du corps. Quoi. C'est pas... Oui, en effet.
On a quelqu'un qui pose une question, alors elle est intéressante comme les autres, mais elle est intrigante, on va dire. Est-ce qu'il y a des effets de la microgravité sur un enfant qui se développerait en apesanteur? C'est une bonne question. Alors pour l'instant, les seules indications qu'on aurait, c'est sur des cultures cellulaires Mhm. qui ont été envoyées dans l'espace et où les cellules sont censées proliférer, etc. Et il y a des modifications de prolifération, de mise en place, etc. Donc, on peut penser que possiblement sur un système qui est en plein développement, ça peut être beaucoup plus perturbant que sur un système qui est relativement stable. Mhm. Et en fait, le problème aussi, c'est que le cerveau des enfants, il baigne, donc, enfin, notre cerveau aussi, hein, il baigne dans le liquide céphalorachidien. Mhm. Dans l'espace, bah, en fait, il y a plus de liquide céphalorachidien, donc plus de pression au niveau du cerveau. Donc, honnêtement, j'aurais tendance à faire l'hypothèse que oui, enfin, il y aurait un développement qui serait probablement pas complètement aberrant, mais différent et influencé par cette microgravité sans aucun doute, parce que déjà chez l'adulte, il y a des modifications. Il y a par exemple une augmentation des ventricules, il y a une différence d'expression de gènes au niveau du cerveau. Donc voilà. Et pour l'animal, il y a des souris qui ont été envoyées. Alors je sais plus. En fait, ce qui a été montré, ce qui a été envoyé, c'est des souris gestantes. Mhm. Alors survivent à l'envoi, etc. Elles arrivent à mettre bas, mais après il y a quand même de la mortalité. Elles sont stressées et du coup c'est compliqué de savoir le pourquoi du Ouais. comment de ce qui s'est passé. Du coup, c'est un peu, voilà, c'est un peu compliqué. Il y a des développements pas très normaux qui se mettent en place. Par exemple, dans la série The Expanse, qui est assez bien faite physiquement, il y a toute une discussion sur des enfants qui naissent donc chez les ceinturiens dans la ceinture d'astéroïdes. Et on se retrouve avec une population de personnes qui est très grande, très maigre, avec des grosses têtes. Est-ce que c'est réaliste comme vision d'une population qui naîtrait en apesanteur et qui vivrait en apesanteur? Bah, oui, possiblement. Possiblement. Il faudrait que je regarde cette série, je crois. Ouais. Est-ce que du coup, ils amènent ces gens-là sur Terre pour les faire accoucher de paroles, voilà, et ils souffrent effectivement de la gravité. Enfin, on voit vraiment cette différence de. Oui, non, je pense que oui, c'est possible en fait quand un organisme se développe. En fait, faut voir que notre organisme, enfin tous les organismes sur Terre, se développent avec cette normogravité. Mhm. Donc c'est pour ça, par exemple, qu'on a envoyé des plantes pour savoir si c'était possible de développer déjà, que des plantes se développent correctement. Alors là, ils vont envoyer, je crois, des ceps de vigne D'accord. pour voir si le fait de les envoyer dans l'espace permettrait de protéger contre certains trucs ou, enfin voilà, ils vont les replanter à Bordeaux. Mhm. Enfin bref. Du coup, il faut voir que tous les organismes se sont développés sous cette normogravité. On a des centaines de milliers, voire des millions d'années d'évolution derrière nous, Mhm. de développement sous cette normogravité. Donc forcément, c'est légèrement compliqué d'imaginer ce qui se passerait sous une gravité qui est différente. Ouais. On sait qu'on peut vivre sous une gravité qui est différente. Après, est-ce qu'on vit de la même façon? C'est toute la question. Est-ce qu'on se développe de la même façon? C'est toute la question aussi. Donc, pour l'instant, éthiquement, on ne peut pas envoyer des bébés Bien dans sûr. l'espace. Éthiquement, on ne peut pas envoyer des femmes enceintes dans l'espace pour qu'elles accouchent dans l'espace pour voir ce qui se passe. Voilà. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on envoie sur l'animal. Mais globalement, l'envoi de souris gestantes, par exemple, ça se passe pas forcément bien. On voit déjà quand même qu'il y a, sur des souris normales, adultes, il y a quand même pas mal de mortalité. Du coup, comme ça coûte extrêmement cher, il faut avoir des manips qui sont extrêmement bien designées, etc. Mais oui, je sais, ouais, il y avait le seul truc qu'on a, c'est effectivement des souris gestantes qui ont été envoyées. Et ensuite, le problème, c'est qu'on les laisse pas très, très longtemps dans les stations. Parce qu'en fait, faut voir que les souris qu'on envoie, elles sont dans des caissons. Alors, les caissons, ils sont assez grands, hein, mais elles sont plusieurs dedans. Et faut imaginer que l'eau est à un côté, elle est délivrée. Donc, elle peut pas être délivrée en continu parce que sinon, ben, on sait que l'eau dans l'espace, ça fait des bulles. Mhm. Donc, du coup, après, il y en a partout. Donc, on voit plus rien. Les souris risquent de se noyer dans les bulles d'eau, etc. Donc, c'est pas terrible. Donc, en fait, on leur met de la nourriture et de l'eau pour un temps donné. Et par exemple, les manips sur la souris, ça dure souvent un mois. Elles sont envoyées dans des Mhm. capsules et elles redescendent au bout d'un mois. Et du coup, il y a
un cercle de souris qui est envoyé. Et en fait, ce qui est compliqué, c'est que mettre bas dans l'espace avec des souriceaux qui sont censés, enfin, ils n'ont pas de poils, donc régulation de la température, c'est pas top. Il faut qu'ils aillent téter leur mère, donc il faut trouver leur mère. Donc dans l'espace, on flotte. Donc du coup, c'est extrêmement compliqué et éthiquement, ça peut être questionnable par rapport à l'animal qu'on envoie. Donc du coup, voilà, c'est un peu compliqué. Il y a le lion qui dit se souvenir d'une vidéo où tes bébés souris nés dans l'espace avaient du mal ensuite, une fois retournés sur Terre, elles avaient du mal à nager ensuite, à retrouver la surface. Ouais, j'ai pas vu cette publication en particulier, mais il y avait des souris qui sont nées dans l'espace, ouais. Donc on sait que c'est possible, mais après, ouais, c'est un peu compliqué sur le développement et sur le fait que les souris têtent bien et se développent vraiment par rapport à ça, quoi. Donc, sur le sujet dont on parlait tout à l'heure, sur le sommeil, il y en a Inès Vidéo qui travaille dans les régions polaires et qui est déjà venue à ta place d'ailleurs et qui nous dit que sur le bateau d'expédition, il y a du bruit tout le temps, le soleil de minuit et qu'apparemment c'est difficile aussi pour eux de tout à fait. dormir. Ouais, en fait, c'est les études qui sont faites sur les milieux extrêmes, ce qu'on appelle les milieux extrêmes. Donc, il y a, donc par exemple, il y a tout ce qui est arctique. Voilà, moi j'ai un qui est parti en Antarctique, voilà, pendant plusieurs semaines. Ils sont plus ou moins étudiés, justement leurs demandes, voilà. Mais à nouveau, c'est des personnes qui partent là-bas qui sont sélectionnées. Alors à part ceux qui partent en mission pendant 3 mois, mais les gens qui restent pendant 1 an ou 1 an et demi là-bas, ils sont sélectionnés. Donc du coup, c'est pareil, c'est compliqué de mettre en évidence des déficits sur des personnes qui sont sélectionnées pour justement éviter ces déficits. Tout à fait. Voilà. Mais oui, effectivement, il y a quand même des choses qui apparaissent. Il y a des effets dépressifs, d'anxiété, de sommeil, de mémoire qui sont mis en évidence. Et après, le deuxième truc pour les mémoires, enfin pour les milieux extrêmes, c'est l'expérience qui a été faite pour Mars. Donc les gens ont été confinés dans une station qui est censée représenter Mars, etc. Mars 500, je crois. Il y a un effet fort du confinement, par exemple, qui est apparu. Du coup, c'était intéressant aussi de faire le parallèle avec la crise du Covid quand on était confiné, parce que du coup, ça permettait de mettre en parallèle les choses, de dire, bah, oui, si on observe déjà des effets sur des gens qui sont censés être sélectionnés pour ce genre de truc, forcément, sur la population normale, on risque d'avoir des effets. Voilà. On a des gens... Et les milieux extrêmes, c'est hyper intéressant à étudier. Et du coup, la microgravité fait partie de ces milieux extrêmes. Il y a les sous-marins aussi, j'imagine, où ça doit être... ouais, les sous-marins aussi, ouais, tout à fait, ouais. Est-ce que ça va l'air plus exigu encore que la station spatiale? Ouais. Après ce que j'ai Il y avait, hier à la télé, il y avait Le Chant du Loup, un Oui. film sur les sous-marins. Il y avait un reportage après sur les sous-mariniers et tout. C'est très exigu, du coup, il y a très peu de femmes. Enfin, voilà. Et ça, c'est pareil, ça pose aussi question sur le fait est-ce que les femmes pourraient s'adapter. En fait, on a très peu de données entre femmes et hommes, et du coup, ça pose des vraies questions aussi là-dessus, quoi. Donc, a priori, les effets sont pas forcément les mêmes sur les femmes et sur les hommes. On a Vincent Dadeux qui nous parle des touristes spatiaux. Effectivement, il va y en avoir un paquet bientôt. Normalement, ils vont suivre des entraînements avant de partir, mais du coup, ils sont pas sélectionnés pour être... Voilà, c'est sélectionné par rapport à leur argent. Après, les vols vont être plus courts, a priori. En tout cas, ça va pas être 6 mois. Donc, il risque d'y avoir potentiellement des déficits qui vont apparaître. Après, ça risque d'être relativement transitoire. D'accord. On nous parle aussi des caractéristiques qu'il faut avoir pour être astronaute, qui sont peut-être moins fortes que ce qu'on croit. Bah, justement, c'est Lanouille qui dit ça. L'ESA recrute même des personnes en situation de handicap maintenant, donc ça fait des progrès aussi. Après, j'attends de voir vraiment ce qu'ils vont faire et qu'ils vont envoyer dans l'espace. Bah déjà, il y a Scott Kelly qui a des lunettes, et c'est vrai qu'avant, les astronautes ne pouvaient pas avoir des lunettes, donc il y a déjà un progrès de ce côté-là. Ouais. Je vois que les gens comparent avec l'épisode de la guerre froide, mais c'était différent, puisque là, il fallait aller vite, il fallait prendre plus de risques. Je sais pas ce qui se passe chez toi, mais ça fait... il fallait prendre plus de risques, et donc c'était un peu différent. Là, ça a fait quand même des progrès, mais alors de là à dire que on peut y aller si on fait aucun sport, je ne suis pas sûr, mais voilà. Oui, non, ils demandent... Alors, quand on a regardé sur le truc de l'ESA, ils demandent qu'il y ait au moins une activité physique hebdomadaire de pratiquer, je crois, 1 ou 2.
Voilà, je crois que j'ai vu à peu près toutes les questions. Il y en a eu beaucoup. Les gens vraiment sont très intéressés par tout ce que tu racontes, moi également. Donc merci beaucoup pour ça. Je vois qu'on a parlé du blob. Je te propose qu'avant de passer au Ouais. blob, on regarde la petite vidéo que du coup j'ai mis en place. Tu voulais voir, c'était Léo Grasset, je Ouais, crois, super. que tu voulais voir en apesanteur. Je mets le son ou pas? Est-ce que tu veux Ah oui, commenter au sur fur et à le mesure? vol 0G, ouais. Tu veux que je mette le son? Ça marche. Ouais. Euh, Ah, parce que oui, tu peux mettre si le je le son. mets pas, tu peux commenter en direct en fait. C'est pour ça que je dis ça. C'est que si je mets le son, ça va peut-être être un Non, peu. mais ça dure pas très longtemps. On va mettre ça à partir de 2 minutes. Je crois, D'accord. si je me souviens bien, quand j'ai regardé, c'est 2-3 minutes. Et pendant 1 minute, juste pour qu'on voit le vol, comment Alors c'est. attends, Je pense qu'il y a plein de gens qui connaissent. je regarde. Ouais, je vois vers 2-3 minutes, tout à fait. Voilà. Et je change d'écran. Voilà. Normalement, vous voyez apparaître Alexandra en bas et l'écran en haut. Et je lance la vidéo. Il y a toutes les expérimentations scientifiques qui sont faites. Elles ont chacune leur espace. Les chercheurs. Ah, pas de bol. Pas de bol, on a la pub. Ah, la pub. On a la pub. Je vais attendre que qu'elle Tu peux disparaisse. passer. Je peux passer, ça y est, magnifique. Ouais, passer. Pourtant, j'avais passé la pub déjà, mais Ouais, mais non, à chaque Tout le fois, monde ils la doit être remettent, tenu on par ne les regarde sangles pas ici. depuis un moment. Parce que sinon, les gens vont C'est tomber ça. les uns sur les autres avec les paraboles. Les murs, le sol et le plafond ont été matelassés pour amortir les chocs. Parce que on a le corps qui monte naturellement et on n'a plus aucun contrôle sur nos mouvements. Toutes les expériences scientifiques ont été matelassées au cas où il y ait des trucs qui tombent oui, dessus. c'est Léo pour les Grasset de protéger. Dirty Biology, Et Papy ce qui est vraiment intéressant dans cet outil de recherche finalement, c'est un avion de recherche, c'est qu'il aide à préparer le futur de l'exploration spatiale. Il y a beaucoup d'expériences qui sont faites ici, qui ont un lien direct avec la Station spatiale internationale. Donc les préparatifs sont terminés, on a pu voir un peu quel type d'expérience il y aurait demain en apesanteur. Ça va être vraiment, que tu vraiment peux hyper arrêter. intéressant et on est tous très très Ouais, excités. tu veux pas voir la séquence où il flotte peut-être? Je sais pas s'il y en a une. Ouais, ouais, c'est Est-ce qu'il y après, en a je crois. une? C'est là. Que là, il y a tout, il se fait injecter de la scopolamine, machin, tout ça pour Ah, éviter de vomir. D'accord. Ah voilà, là ça flotte. Voilà. Et après, Voilà, donc c'est court à chaque fois, hein, c'est quelques secondes, si je me souviens bien. c'est 30 secondes, ouais. Mm. Donc C'est une c'est trentaine de secondes. l'expérience, il faut bien la concevoir du coup pour que ça puisse marcher quoi. Ouais, exactement. Le truc, c'est qu'effectivement, les révolutions, enfin, ce qu'on appelle les cycles, ils durent 1 minute. Donc, il faut monter, l'avion, il monte, et ensuite, il est en chute libre. Mhm. Donc, du coup, l'intérêt, c'est de se retrouver en microgravité pendant cette chute libre. Et effectivement, c'est par session de 30 secondes. Donc, l'intérêt, c'est de dire, on a les participants, par exemple, sur des tests de mémoire, on voyait, il y avait de la réalité virtuelle aussi, ce genre de choses. Et du coup, en fait, l'intérêt, c'est de dire, on a une base, on demande aux participants de faire quelque chose, et ensuite, l'avion monte, on a de l'hyper-G, donc parce qu'on monte quand même assez fort, et ensuite, on redescend, et là, pendant la descente, c'est de la chute libre pendant 30 secondes. Et donc, dans cet avion, il y a l'espace dédié où c'est tout matelassé, etc., pour que les expériences se fassent de façon contrôlée et en toute sécurité pour les gens. Du coup, le but, pour les participants, c'est de ne pas être malade, puisqu'en fait, on m'a raconté un peu, mais parce que moi, j'en ai jamais fait. Mais les gens qui font des expériences, en fait, on leur dit il faut respecter le protocole, etc. Donc, ils sont concentrés sur leur truc, mais ils prennent quand même les G et la micro-G. Et du coup, en fait, ça déstabilise beaucoup. Et quand on voit que déjà, il y a des gens qui supportent pas très, très bien sans faire ça et en suivant, en disant il faut respirer comme il faut essayer de regarder devant soi, ce genre de choses, etc. Là, il y a beaucoup de gens qui peuvent être malades. Donc, il y a des remplaçants. Il y a des gens qui sont remplaçants des participants pour justement, s'il y a une personne qui est malade, pouvoir prendre sa place et continuer l'expérience parce que ça coûte assez cher quand même de faire ce genre de vol. Donc, du coup, il faut essayer de rentabiliser les choses. On espère que les scientifiques ne sont pas malades non plus. Oui. Et on leur injecte, donc là, j'ai vu qu'il y avait une question. En fait, on leur injecte
un anti-vomitif pour éviter justement qu'il soit malade. Ça marche pas toujours. C'est le Voilà. mal de l'espace en version extrême et très court, quoi. Ouais, c'est ça. Et en fait, le truc, c'est que comme on a finalement, on a des alternances entre de l'hyper-G et de la micro-G, ça peut être vite compliqué de savoir les effets de quoi et de finalement arriver à savoir les différents effets, quoi. Ça permet d'avoir une première base. Ça permet de tester plein de choses. Il y a des gens qui testent de la physique. Là, on voyait sur la vidéo, il y a des appareils pour justement intuber dans l'espace et voir si c'est possible de le faire, ce genre de choses. Donc, D'accord. Et si vous voulez reproduire un avion 0G, c'est pas compliqué, hein. Vous prenez une boîte en plastique transparent, mettez des Lego dedans par exemple, et puis vous la fermez, vous la lancez au-dessus de vous, vous allez voir que sur la fin de la parabole, vos briques vont être vont flotter à l'intérieur de la boîte comme des astronautes. Vous pouvez faire aussi une expérience un peu plus dangereuse. Vous prenez un ascenseur sur 50 étages, vous mettez des gens dedans, vous coupez le fil et vous allez être en chute libre pendant un certain temps. La différence, c'est que l'avion, lui, il s'écrase pas et la station spatiale non plus. Mais voilà, donc forcément, quand vous tombez à la même vitesse que la boîte, vous flottez à l'intérieur. Voilà. Tout à fait, ouais. Même si les astronautes ressentent pas forcément la gravité, ils sont quand même attirés par la Terre. C'est juste que la trajectoire touchera pas le sol. Si vous voulez plus en savoir là-dessus, tapez canon de Newton sur internet et vous aurez l'explication de tout ça. Voilà, je pense qu'on a quand même, on parle depuis 50 minutes sur ton travail de recherche et les à côté. Je te propose qu'on passe à ton travail de vulgarisation, si tu veux bien. Et je vois qu'on parlait déjà du blob dans le chat, donc ça tombe bien, puisque moi le premier élément que j'ai noté c'est le blob. Je vais passer en mode 2, c'est-à-dire je vais te mettre en petit et je vais mettre le site de Mission X en grand. Ça marche. Comme ça, on va pouvoir... Alors attends, faut que j'enlève ça, voilà. Et donc, parmi les travaux de médiation que tu fais, de vulgarisation que tu fais, il y a Mission X. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, s'il te plaît? Alors, Mission X, alors, en fait, comme je travaille pour le CNES, on m'a demandé d'intervenir pour la Mission X. Donc, en fait, Mission X, c'est un programme qui a été mis en place entre... alors, du coup, Thomas Pesquet, il y a beaucoup de choses autour de Thomas Pesquet puisqu'il repart dans l'espace, et des élèves d'école. Donc le principe, c'est de travailler sur l'activité physique. Les astronautes, ils ont une activité physique importante, ils sont entraînés, etc. Et du coup, en fait, le but, c'est de mettre en place des petits challenges avec des élèves, des classes, pour justement regarder l'importance de l'activité physique sur notre corps, voilà. Et du coup, de reproduire des petits challenges que Thomas Pesquet a mis en place aussi. Et du coup, moi, j'interviens là-dedans en tant que chercheuse pour intervenir dans les classes et justement parler de l'importance de l'activité physique sur la mémoire. Voilà. Et du coup, ça répond à une question qui était dans le chat, qui demandait si l'activité physique, c'était important pour la mémoire. Et oui, l'activité physique, c'est hyper important pour la mémoire et pas que. Donc, du coup, voilà, ça répond à la question en même temps. Juste petite info, le planétarium participe aussi également à Mission X, avec une opération un petit peu adaptée, c'est-à-dire avec un peu plus d'astronomie dans son programme, qui s'appelle la Space Academy. Pour l'instant, elle est réservée au centre de loisirs de Vaux-en-Velin, mais on réfléchit à l'étendre afin que d'autres jeunes, donc c'est 8-12 ans, voilà, puissent participer à cette opération. Voilà. Donc effectivement, il y a de la biologie, donc la santé dans l'espace, il y a de l'ingénierie, fabriquer des mains articulées, puis il y a de l'astronomie en plus du coup. Et toi, tu as travaillé sur un sujet particulier avec les enfants, ce fameux blob dont alors on en parle. fait, je vais déjà intervenir pour leur parler un peu du travail de chercheuse. Voilà, la maîtresse était contente parce que leur élève voit un peu les chercheurs et les chercheuses comme des vieux bonhommes avec les cheveux blancs. Donc, j'étais contente que ça soit une femme qui puisse intervenir pour changer un peu les stéréotypes aussi sur ça. Et en fait, oui, voilà, je vais parler un peu d'activité physique parce qu'en fait, ça fait aussi partie de mes recherches. En fait, en travaillant sur l'animal, je mets en place des protocoles d'activité physique pour voir s'il y a des modifications cérébrales qui permettraient de compenser justement des altérations qu'on pourrait voir dans le cerveau en microgravité chez le rat.
Donc, du coup, ça tombe bien parce que c'est dans mon sujet. Et avec la classe, on a mis aussi en place une petite expérience sur le blob. Donc, le blob, j'ai vu aussi, oui, il est passé dans le chat. C'est Audrey Dussautour, qui est la spécialiste du blob en France. Si vous voulez la suivre sur les réseaux sociaux, c'est Dr. Dre. Et c'est hyper intéressant ce qu'elle fait. Et elle travaille sur un organisme voilà, qu'on appelle le blob, ce petit truc jaune qui apparaît à l'écran là. Et en fait, c'est un organisme unicellulaire qui est hyper grand. En fait, le truc qu'on voit là, c'est assez grand et c'est une seule cellule. Donc c'est un truc, c'est ni un champignon, ni une plante. Enfin, c'est classé dans les champignons, mais c'est pas une plante, c'est pas un organisme vertébré. Enfin voilà, c'est pas voilà. C'est pas un animal, mais en même temps, il est capable de faire des trucs de fou. Je vous conseille d'aller voir les vidéos qu'elle fait. Audrey a écrit un livre et elle fait beaucoup de vidéos de vulgarisation sur cet organisme-là. Et c'est hyper passionnant parce que c'est un organisme qu'apprend alors qu'il n'a pas de cerveau. Il est capable de se souvenir d'odeurs, enfin de gustatif, enfin de perception qu'il aime pas. Voilà. Il est capable de faire des labyrinthes. Il s'échappe, il mange en laboratoire des flocons d'avoine. C'est hyper marrant, c'est hyper ludique et avec les enfants, ça marche super bien parce qu'on peut en avoir à la maison, c'est pas toxique. Et en fait, vous pouvez en commander. Alors, on en trouve sur Internet. Le CNES là, a mis en place un partenariat pour justement pouvoir faire. Alors, en fait, le blob, là, il va être envoyé dans l'espace. C'est pour ça aussi qu'on travaille dessus parce qu'en fait, Thomas Pesquet part avec des blobs dans l'espace. Donc, ils ont mis en place une chambre pour être sûr qu'il ne va pas s'évader. Voilà, parce que c'est une petite bête finalement qui est bien s'évader. Dès qu'il a plus à manger, il cherche à sortir de ses boîtes. Donc c'est assez marrant. Et là, il fallait pas du tout qu'il s'en aille parce que en fait, c'est un organisme qui grandit tout le temps. Donc, faudrait pas que la station spatiale devienne alien, quoi. Bon, la bise dit qu'on peut trouver des blobs en forêt. C'est très courant. Oui, on peut trouver en forêt. Alors, ça aime bien les milieux humides et plutôt obscurs. Donc, on peut en trouver. Ça fait une masse un peu gélatineuse. Il y en a de différentes sortes. Ils ne sont pas tous jaunes. Voilà. Et du coup, c'est assez marrant. Alors après, moi, j'en ai jamais trouvé. J'avoue, je me promène assez souvent dans la forêt et j'en ai jamais trouvé. Après, j'ai pas forcément hyper bien cherché, je pense. Mais sinon, en fait, ils se conservent dans en fait, ce qu'on appelle des sclérotes. Il devient tout sec et on peut le réhydrater et genre, il ressuscite. C'est genre un truc qui est immortel, quoi. Enfin, le blob, c'est un truc immortel. Celui qui a Dr. Dre, enfin, Audrey Dussautour dans son labo, il a genre 75 ans, quoi. Ah ouais. Et il est mieux que ça avant, donc c'est un truc... Mais c'est assez marrant, moi, les vidéos, il y a eu un petit film aussi dessus, c'est hyper intéressant, elle fait plein de choses dessus, c'est ludique, voilà. Donc là, en fait, le principe, c'est qu'il y a des blobs qui sont partis dans l'espace pour voir comment il va se développer dans l'espace. Donc il part sécher, il va être réhydraté dans la station et ensuite il va vivre sa vie dans la station. Ensuite, il va redescendre pour étudier ce qui s'est passé sur le blob. Et en parallèle, les enfants peuvent faire des expériences sur le blob sur Terre. Comme ça, on peut comparer ce qu'ils ont fait, etc. Je trouve ça assez marrant. Et en fait, on parle même de cognition sur le blob. Donc, il est capable de prendre des choses. C'est chouette, quoi. Du coup, est-ce que tu pourras faire des expériences sur la mémoire du blob ? En fait, Audrey Dussautour, elle en fait. D'accord. C'est-à-dire qu'elle fait des choses de savoir si le blob se souvient de ce qu'il a mangé, quand il apprend que, par exemple, il est capable de s'adapter à des choses qu'il n'aime pas. Il les apprend au fur et à mesure et du coup, il finit par pas les aimer, mais en tout cas les tolérer, quoi. Il y a des gens qui blaguent sur les tardigrades. Il y a des tardigrades, par exemple, qui sont écrasés sur la Lune avec la sonde Bereshit. Alors, qui gagne entre le blob et le tardigrade en termes de longévité ? Franchement, le tardigrade, il est quand même badass. Ouais. Je sais pas s'ils ont résisté au crash, mais... En tout cas, il était tardigrade sur la Lune. Là, le blob, on peut le couper en deux et genre, il est pas mort. Il y a une limace d'eau douce aussi, une limace de mer, je crois, qui fait ça aussi. Tu lui coupes la tête et puis après, elle fait repousser son corps. Ouais. Il y a des petits vers qui ont été envoyés aussi dans l'espace, dans la station et genre ils ont développé
tête. Enfin bref, voilà, il y a des trucs assez fous. Tu fais aussi de la vulgarisation sur Twitter. Est-ce que je peux donner ton compte Twitter pour que les gens puissent... Oui, pas de souci. Bah, il n'y a pas trop de vulgarisation là des derniers jours, mais mais pas de souci. Docteur Alexandra Gros, donc tu avais fait par exemple le neuroconfinement. C'était pendant le Ouais. premier confinement que tu avais fait ça? Ouais, pendant le premier confinement, je faisais un truc par jour. Alors, je sais plus si j'ai fait pendant tout le confinement ou si j'ai fait pendant quelques semaines. Enfin, voilà. Et du coup, ouais, je mettais des petites choses en rapport avec la mémoire. Il y avait des gens qui avaient posé des questions. Du coup, je répondais. C'était marrant. J'avais un peu de temps. Alors, du coup, voilà. Donc, ouais, j'ai fait le neuroconfinement. Après, sur Twitter, je partage aussi voilà, enfin, pas forcément que des contenus neuro, mais des contenus sur la recherche en général, que ça soit Mhm. sous forme de podcast, d'articles à lire. Voilà, je râle aussi beaucoup sur la recherche et le système de recherche français, mais D'accord. voilà. Tu as participé en direct du labo, la bio au labo. Ouais, j'ai fait le compte Twitter en direct du labo 2 fois. La bio au labo aussi, c'est un autre compte qui est un peu comme en direct du labo, mais qui est plus axé bio. Donc, Mhm. du coup, voilà, enfin, c'est le même principe. Et après, Voilà, je mets les liens bien sûr hein, si vous voulez aller voir de quoi il s'agit. C'est des chercheurs qui vont prendre le relais les uns après les autres sur ces comptes-là pour expliquer leur travail. ouais, on fait une semaine et du coup, pendant une semaine, on montre ce qu'on fait, sur quoi on travaille, etc. Donc, ça passe par tous les sujets. Ça peut être de la physique, de la bio, de la neuro, de la chimie. Voilà. Donc, c'est intéressant parce qu'on découvre plein de trucs. Et en fait, c'est basé sur. De base, c'était fait aux États-Unis. Mhm. Voilà. C'était un compte aux États-Unis. Alors, je sais plus comment ça s'appelle. Voilà. Euh, donc, en fait, voilà, basé sur ça. Alors, qui c'est qui a mis en place la bio en direct du labo? C'est Réel Scientifique aux USA. Merci, Elodie. Euh, Je ne voilà. sais plus. Et en direct du labo, il me semble que c'est Sébastien Caruso qui avait mis en place ça, mais ça a été repris depuis, D'accord. etc. Et la bio au labo, je sais plus qui c'est qui est. Voilà, cercle FSER pour la bio au labo. D'accord. Merci. Elodie a toujours les réponses. Tu participes aussi depuis longtemps à un blog neurosciences sur le journal du CNRS qui s'appelle Ouais, Aux frontières du cerveau. Et je le mets de suite tout à fait, ouais. au-dessus de toi. En fait, on a mis en place, ouais, il y a 2 ans, un blog donc, pour le journal du CNRS qui s'appelle Aux frontières du cerveau. Donc, c'est des chercheurs qui postent des articles sur des sujets qu'on veut. Alors, moi, ça fait un petit moment que j'ai pas posté, donc le blog est un peu à l'arrêt, parce qu'on n'a pas forcément. En fait, on fait ça bénévolement, donc on n'a Mhm. pas toujours le temps de faire. En ce moment, par exemple, j'ai pas du tout le temps d'écrire, donc voilà. Mais on essaie d'écrire sur des choses d'actualité qui peuvent Mhm. sortir. Là, j'aimerais bien faire un billet sur les faux souvenirs, par exemple. Donc voilà, faut juste que je l'écrive. Oui, très intéressant, ça, les faux souvenirs. Quand on commence à s'y intéresser, on Mm, prend peur. Les interrogatoires, tout ça. Ouais. exactement. Mm, Il y a tout à la fait. chaîne Vsauce avec Michael Stevens qui a fait une série qui s'appelle Mindfield sur YouTube et qui explique un petit peu tout ça aussi, si ça Ouais, vous intéresse. ouais, Je sais pas si tout à tu fait, connais ouais. Mm. ce vulgarisateur. Tu connais Michael Stevens, ça te dit quelque chose? Ouais, oui, ça me dit quelque chose. Ouais, j'avais vu passer ça, ouais. Tu as également participé à la semaine du cerveau, sous différentes Oui, formes du coup. ouais, bah en fait, la semaine du cerveau. Alors cette année, c'était un peu compliqué parce que confinement oblige, Ouais. donc voilà. Mais en fait, oui, la semaine du cerveau, c'est une semaine, c'est au mois de mars et c'est un peu partout en France. Donc cette année, il y a eu plein de conférences en ligne. Et en fait, du coup, il y a plein de trucs en replay. Si ça vous intéresse, il faut aller sur la semaine du Je cerveau.com.fr. vais vous mettre le lien. Voilà. Voilà. Hop. Voilà. Et en fait, il y a plein de conférences sur le cerveau. Alors, il y a eu, par exemple, il y en a eu un sur les milieux extrêmes avec les pompiers, par exemple. Mhm. Il y a eu sur la mémoire, sur Alzheimer, sur les cellules gliales.
sur l'activité physique, sur la psychologie. Il y en a eu un sur les jeux vidéo, par exemple, et le cerveau. Donc, du coup, voilà, c'est une semaine. Alors, c'est plus ou moins une semaine. Il y a toujours des événements un peu avant, un peu après. Et c'est chaque année, voilà, partout en France. Moi, je suis déjà allée, par exemple, on va dans des classes. Je suis déjà intervenue dans des lycées pour parler mémoire, cerveau, etc. Et je suis aussi allée dans des hôpitaux, dans un hôpital, des enfants malades pour justement, voilà, pendant cette semaine-là, de pouvoir faire des choses alors qu'ils sont à l'hôpital. On va dégayer un truc pour ces jours. Donc effectivement, tu as un petit peu 3 volets de vulgarisation actifs. Tu fais de la vulgarisation, on va dire, grand public sur Internet en partageant des choses. Tu fais des conférences également. Et après, tu as un volet aussi vers les jeunes, qu'ils soient au lycée, à l'école, au collège ou à l'hôpital. Et un dernier volet, on parlera un petit peu tout à l'heure, mais du coup, tu peux me parler de l'initiative Déclic, à laquelle tu as participé aussi. Ah oui, ouais, Déclic, ouais. Alors, Déclic, en fait, donc c'est pareil, c'est le cercle FSER, Voilà. qui est en fait une façon d'aller dans les classes, c'est-à-dire que en fait, les lycées demandent, et c'est hyper intéressant. Moi, je trouve ça hyper chouette. Donc, en fait, on est une équipe de chercheurs, mais pas que. Il y a aussi des ingénieurs, des techniciens qui viennent, etc. Et en fait, le principe, c'est de discuter avec les élèves. Donc, on leur présente nos métiers. Et ensuite, on fait des tables rondes de 10 minutes. On vient avec des petits objets. Alors, moi, j'y vais avec une petite souris en bois. J'y vais avec des fois un livre sur la mémoire, ce genre de choses. Et du coup, en fait, ils posent des questions. Alors, ça peut être des questions naïves sur nos sujets de recherche, mais aussi sur les métiers de recherche, aussi pour leur faire découvrir un univers qu'ils connaissent pas forcément. Donc, du coup, les lycées, c'est pas forcément, ça peut être des lycées ou des collèges d'un peu partout. Du coup. Et là, cette année, avec le confinement, l'année dernière, ça avait été déjà annulé parce que c'était en fin d'année dernière. Du coup, on n'a pas pu faire. Et là, cette année, c'est pareil. Là, on va essayer de faire en fin d'année, mais on espère que ça va pouvoir se faire parce que là, avec le confinement, tout ça, c'est compliqué à mettre en place. Du coup, voilà. Et c'est une façon, je trouve, assez aussi intéressante pour que les élèves voient aussi une diversité. C'est-à-dire que ça soit pas toujours les mêmes personnes qui voient par rapport aux chaînes YouTube, qui voient que il y a des jeunes, il y a des personnes de plein d'horizons différents et que c'est aussi pour eux, quoi. Oui, tout à fait. Et ça fait pas mal de participation que tu fais auprès des jeunes. Effectivement, il y a aussi auprès du grand public Pint of Science. Tout à fait, ouais. Pint of Science. Elodie, j'en ai parlé il n'y a pas très longtemps. Oui, pas très longtemps sur la chaîne. Pint of Science, mais en fait, moi, j'ai découvert Pint of Science quand j'étais en postdoc à Édimbourg. Et du coup, j'étais trésorière de Pint of Science Édimbourg. Du coup, j'ai participé comme ça. Et ensuite, j'ai fait Pint of Science à Lyon. J'étais event manager sur des trucs en neurosciences. Donc, on a Elodie qui te fait un whoop. C'est pareil, je trouve ça hyper bien parce que c'est vraiment montrer la science dans un autre contexte, c'est-à-dire de faire venir les gens dans des bars. Alors en France, ça marche un petit peu moins bien, les bars, ça marche de mieux en mieux, mais ça marche toujours un petit peu moins bien qu'au Royaume-Uni où vraiment les bars, c'est vraiment un lieu où les gens se réunissent. Mais en France, ça marche super bien, on avait super bien rempli, les gens étaient venus, ils étaient contents, ça leur permet de rencontrer des scientifiques dans un autre contexte, quoi. Donc, vachement sympa. Et là, le programme, normalement, si je dis pas de bêtises, dans une dizaine de jours, va ressortir pour Pint of Science France. Je sais pas si normalement c'est en distanciel, je crois, mais... Oui, on en avait parlé avec Elodie la dernière fois. N'hésitez pas à revoir Ouais, c'est ça. Si ça y est toujours en replay, n'hésitez pas à le voir sur la chaîne Twitch. Il y a des vidéos en replay pendant 14 jours. Normalement, on doit encore pouvoir la voir aujourd'hui, le replay. Puis sinon, après, il faudra attendre de retourner sur... ça nous manque, là. Hein. On a envie de retourner dans les bars, voir de la science. Donc là, le programme, Elodie, que ça sera le 26 en ligne. Donc, du coup, il y aura des événements, voilà. Le programme sera mis en ligne le 26 et du coup, voilà. Je vous mets les liens vers le Twitter d'Elodie et de Pint of Science également. Voilà, comme ça vous aurez tout. Et ton troisième volet de vulgarisation, du coup, c'est du conseil auprès des journalistes également.
Oui, tout à fait. En fait, c'est un peu, ça découle un peu de, de, de l'activité que je fais sur Twitter. C'est-à-dire que, en fait, à force, on suit des journalistes qui nous suivent, ils nous demandent un peu des conseils, des choses comme ça. Et du coup, à force, on finit par intervenir. Du coup, je suis intervenue notamment dans le journal des sciences de la méthode scientifique sur France Culture. Voilà, pour parler de mini-cerveau. Après, je parle par exemple j'ai parlé aussi d'expérimentation animale, de conditions de la recherche française. J'ai parlé aussi pour Arte sur la mémoire épisodique. Voilà. Enfin, après, dès qu'on me demande si ça rentre dans mon champ d'expertise, il n'y a pas de souci. Si je vois que c'est un peu en dehors, je préfère donner le nom de quelqu'un d'autre. Parce que voilà. Et voilà. Donc, du coup, ouais, c'est quelque chose que j'aime bien parce que je trouve que c'est important qu'on soit aussi disponible. C'est un pan qui est pas du tout mis en avant dans notre métier, c'est-à-dire qu'il n'est pas du tout valorisé. Mhm. Et en fait, c'est un vrai problème parce que on est censé, enfin, les chercheurs, on fait de la recherche, on produit de la science, mais en même temps, on est censé la disséminer. Et du coup, si on peut pas faire ce volet-là de façon correcte, ben, l'intérêt est un petit peu moindre et cette partie-là n'est pas valorisée suffisamment à mon goût. Alors moi, Mhm. j'en fais beaucoup, au détriment probablement aussi un peu du reste parce que ça prend du temps et on fait tout ça bénévolement. Mhm. Donc, voilà. Mais après, je trouve que c'est important et aussi de parler aux jeunes parce que l'esprit critique, la mise en place de l'esprit critique, ça passe aussi par discuter avec des chercheurs, voir comment la science, elle se fait, et aussi montrer des modèles qui sont différents. La science, elle se fait pas par des hommes blancs, vieux, de 50 ans, elle se fait aussi par des jeunes, par des minorités. Et du coup, c'est extrêmement important, enfin en tout cas pour moi, de pouvoir montrer cette diversité et d'aller au contact du public pour justement leur montrer que ben ouais, la science est plurielle et que voilà comment ça fonctionne en fait. Parce que si on n'en parle pas, il y a beaucoup de fantasmes qui se mettent en place, notamment par exemple quand je parle d'expérimentation animale. Alors bien sûr, il y a des gens qui sont contre, c'est pas un souci, on peut en discuter, on peut en débattre, voilà, il n'y a pas de problème. Mais il y a beaucoup de fantasmes aussi qui se mettent en place par rapport à ça parce que les gens ne se rendent pas compte en fait de ce qu'on fait parce que ils tombent sur des images qui sont un peu vieilles, alors qu'il y a plein de choses qui sont mises en place. Et du coup, c'est important de parler pour justement éviter les fantasmes et se retrouver avec des pseudo-experts sur les médias. On a vu avec la crise ce que ça a pu donner et c'est pas forcément. Voilà. Après, il faut aussi savoir se mettre en retrait et dire ben, là, on sait pas. Un scientifique, il sait pas tout. Moi, il y a plein de choses que je sais pas et il faut pas hésiter à dire ben, juste je ne sais pas. C'est une très bonne qualité de scientifique de savoir dire je ne sais pas, justement. C'est un bon Bah ouais, garde-fou, mais on va dire. c'est pas facile parce qu'on nous demande souvent des choses. Enfin là, moi, on me demande des choses où genre il y a même pas de réponse. Là, il faut que je réponde. Il y a une étudiante qui m'a écrit justement pour parler mémoire et je sais plus. Et en fait, elle me pose une question où genre c'est un champ de recherche complet où on n'a absolument aucune réponse dessus et du coup voilà, c'est un peu compliqué et je comprends que aussi les gens quand ils voient dans les médias qu'il y a un scientifique qui dit blanc et un scientifique qui dit noir, ben c'est compliqué. Ben ouais, en fait la science c'est compliqué et la science c'est ni blanc ni noir, c'est du gris. Et en fait, les controverses scientifiques, il y en a tout le temps. Et en fait, c'est sain en fait qu'il y ait des choses qui évoluent. La science, c'est pas quelque chose d'immuable, fixe. On découvre des choses tous les jours. Mhm. Moi, par exemple, je travaille sur un sujet qui est la production de nouveaux neurones au sein du cerveau adulte. Et il y a encore 30 ans, on pensait que le cerveau des mammifères ne produisait pas de neurones à l'âge adulte. Aujourd'hui, on sait que les neurones sont produits à l'âge adulte chez l'humain et chez les mammifères en général. Donc voilà, on casse des dogmes au fur et à mesure, on apprend des choses petit à petit et c'est parfois compliqué de faire passer ça aux gens quand ils ont besoin de réponses précises.
Oui, puis il faut pas oublier aussi que la méthode, là où les méthodes scientifiques, pour être plus précise, sont des idéaux avec une objectivité recherchée, mais que c'est des humains qui la font. Et on voit régulièrement Exactement. des chercheurs qui prennent tout pour eux et qui finalement se séparent de la communauté scientifique, des médias qui les reprennent, Tout à fait. à tort ou à raison. Et du coup, bah, c'est vrai que ton travail est important de conseil auprès des journalistes pour tenter de faire passer les C'est ça, informations quoi. les plus fiables possibles Ouais. dans les médias. C'est ça. Et après, on n'est pas, nous scientifiques, on n'est pas exempt de biais. C'est-à-dire que faut arrêter de penser que les scientifiques, on n'a pas de biais, quoi. Enfin, on en a tous, on le voit autour de nous. Enfin, voilà, c'est compliqué. Moi, la première, des fois, quand on voit certains articles, on va tomber dans les biais, etc. Et voilà, en fait, un scientifique, il travaille beaucoup contre ses biais. Mhm. Faut dire ce qu'il y est. On travaille beaucoup contre ces biais, il faut les déconstruire. Donc voilà, du coup voilà, c'est une question compliquée. Et là, la crise du Covid, on a mis la science en avant et en même temps, on a tapé sur les scientifiques parce Oui. que les réponses n'étaient pas suffisamment vite. Mais il faut voir qu'on a réussi à créer un vaccin Même plusieurs. en un temps littéralement record, quoi. Enfin, la science a été mise vraiment en avant et c'est pas forcément évident, voilà, pour les gens de dissocier le bon grain de l'ivraie parce qu'on entend beaucoup de choses tout le temps et le temps médiatique n'est pas forcément le temps scientifique. Surtout quand c'est des sujets scientifiques qui touchent la société, en fait. En astronomie, on est C'est un peu ça, tranquille. exactement. Ça Voilà. Voilà, c'est tout, c'est compliqué, quoi. Et en fait, le temps de science, c'est long. Enfin, moi, là, ça fait 1 an et demi que je travaille sur mon sujet, en fait. Mhm. Et j'effleure encore le sujet. Et là, on nous demande d'intervenir sur des choses comme si en un mois, on avait les réponses. Voilà. Mhm. Donc voilà, enfin, pour moi, en tout cas, c'est compliqué. Et quand des fois, je vois aussi des gens qui se disent de la science et qui disent que de toute façon, voilà, c'est comme ça, pas autrement, et que la science, elle dit vrai, bah, faut pas oublier qu'effectivement, la science, elle est faite aussi par des gens, par des humains, et que en tant qu'humain, on n'est pas parfait. Voilà, scientifique n'est pas parfait. Donc, Une anecdote qu'on donne souvent en astronomie, un exemple, un Percival Lowell, un grand scientifique, mais qui a vu des canaux sur Mars parce que son instrument n'était pas bien réglé. Donc voilà. ouais, c'est ça, exactement. À côté de ça, il a fait aussi d'autres grandes découvertes, mais bon, c'est un humain, quoi. Du coup, c'est pour ça que je trouve que le rôle des scientifiques est important. Et en même temps, il faut savoir ne pas toujours voilà, savoir dire, ben là, je sais pas, ou c'est compliqué d'en parler parce que telle et telle raison. Expliquer, c'est pas rendre le message non clair. Ça, c'était pas clair. Mais en fait, on a le droit de dire que c'est compliqué. Les gens, ils sont pas idiots et les gens, euh, ils sont, voilà, ils sont aptes à comprendre en fait. Et du coup, ben, si on n'explique pas les choses correctement, ils peuvent pas non plus comprendre, ils peuvent pas suivre les choses. Et quand on voit toutes les histoires qu'il y a derrière les découvertes scientifiques, les gens ont l'impression qu'on a découvert des choses en 5 minutes. C'est pas vrai, c'est fait de plein d'erreurs. Donc voilà, après, il y a toute une, une culture scientifique aussi à refaire, à faire pour que ça se passe un peu mieux. Après, il y a des gens, enfin moi, sur Twitter, je m'en assez souvent, des gens qui sont de toute façon dans un système complotiste, Mm. ils ne veulent pas discuter. La discussion peut être compliquée avec des gens qui ne sont pas là pour discuter, qui sont là pour avoir raison et c'est pas possible en fait. Faut savoir, si on veut pas se remettre en question, il faut pas discuter avec un scientifique, il faut pas vouloir avoir des réponses d'un scientifique, enfin, voilà, c'est pas possible quoi. Donc et c'est compliqué, ça peut prendre du temps, c'est chronophage, j'entends les gens qui s'évertuent sur Twitter à essayer d'expliquer les choses. On y perd vite notre patience, notre, euh, notre temps aussi des fois, parce que on peut pas convaincre des gens qui veulent pas changer d'avis en fait. Donc, Je dis souvent et c'est qu'on pour ça peut... que je pense qu'on sait tout aussi, parce Ouais. que ce genre de processus se met aussi en avance, enfin se met en place tôt, c'est-à-dire que ça se met en place dès l'enfance par rapport
bah voilà, à l'environnement familial. Donc, je pense que d'intervenir le plus tôt possible et de montrer comment se fait la recherche, la semaine du cerveau, enfin, la fête de la science, c'est des trucs qui sont hyper importants en fait. Mm, Pour changer les stéréotypes, par exemple, sur la place des femmes en sciences aussi, mm. sur voilà, comment se fait les sciences, il faut intervenir, quoi. Je pense que c'est là qu'on y gagne. Les réseaux sociaux sont pas faits pour ça. Tout à fait. Et puis, moi, ce que je dis souvent, c'est que on ne peut convaincre que les gens qui ont les yeux à moitié ouverts. Ceux qui ont les yeux complètement fermés, la réponse viendra d'eux, quoi. C'est ça, exactement. Et pour avoir débattu avec des gens, enfin, essayer de débattre, parce qu'on peut pas débattre avec des gens qui veulent pas changer. Mais voilà, mais après, nous, des fois, les premiers, hein, moi, des fois, sur un sujet, je suis sûre de moi et j'ai pas forcément envie d'entendre d'effets contradictoires. Donc, voilà, il y a des moments, il y a des choses. Il faut savoir aussi se dire que bah, nous aussi, on a des biais et qu'on n'est pas forcément. Voilà. Mais on travaille dessus. En tout cas, on essaye, en tout cas, en scientifique, on essaye à chaque fois de déconstruire ça. Les méthodes scientifiques consistent surtout à enlever les biais du scientifique, hein, de toute façon. C'est un idéal qui est difficile à atteindre, mais on y essaye. Mais comme nous sommes des humains, il y a des scientifiques parfois qui n'y arrivent pas et qui s'entêtent, ça arrive aussi. Est-ce que tu essaies aussi d'apprendre du coup l'esprit critique, les méthodes scientifiques aux jeunes quand tu vas les voir? Ouais, j'ai participé, mon chef, là, dans le labo, lui, il fait mémoire et esprit critique. Il intervient dans les lycées, il fait des conférences avec les profs, justement pour essayer d'inculquer des petites méthodes et puis de mettre en place des expériences pour justement parler esprit critique, ce genre de choses. Voilà, mon conjoint est prof dans un lycée, il essaye aussi de le faire. Du coup, voilà. Mais ça reste quand même compliqué, tout simplement parce que les profs n'ont pas le temps de le faire. Ouais. Et que bah, tout ça, ça prend du temps, en fait. Et que bah, la science, dans les collèges, dans les lycées, il n'y en a pas tant que ça. Donc, du coup, ça devient de plus en plus compliqué de faire des choses et de faire en sorte que tout ça bouge, quoi. Donc, c'est pour ça que passer aussi par les réseaux sociaux, voilà, moi, par exemple, le truc que j'ai fait avec Arte, c'était sur Snapchat. Donc, voilà, j'ai l'impression d'être vieille parce que c'est tout plein d'applis que j'utilise pas forcément. T'inquiète pas, j'y suis pas non plus sur Snapchat. Effectivement, ça passe. Par exemple, Twitch, voilà, des gens qui peuvent tomber dessus, qui peuvent voir. Il y a plein de vulgarisateurs sur YouTube. Enfin, moi, j'en suis plein, des podcasts. Il y a tellement de contenu aujourd'hui. On a beau dire Internet, c'est nul, etc. Non, c'est pas nul. Il y a plein de gens qui font plein de choses, quoi. Il y a contenu partout, tout le temps. En fait, moi, j'ai pas le temps et je trouve qu'il y a des trucs hyper passionnants, voilà. Mais après, il y a aussi des trucs qui sont moins bien et quand on n'est pas forcément alerte dessus, ben, on peut tomber sur des choses qui sont moins, voilà. Donc, c'est un peu compliqué. Là, justement, comme dirait... tu as 68 personnes qui te regardent actuellement sur Twitch. Oh, c'est compliqué. 68 personnes te regardent actuellement sur Twitch, Alexandra, tu vois, donc c'est... voilà. Tu as été utile à 68 personnes, au moins. Ça, c'est 68 personnes maintenant, mais sur toute la session, il y en a eu plus que ça. Mais effectivement, les réseaux sociaux, il y a du bon et du mauvais, il faut savoir s'en servir et s'en protéger aussi. Et c'est là aussi où c'est compliqué, parce qu'on a l'impression de suivre des gens... Enfin, moi, je me suis déjà fait avoir aussi par des choses qu'on a l'impression où c'est super et tout. Et en fait, en discutant avec des spécialistes, on se rend compte pas tant que ça, quoi. Donc, même ça reste compliqué partout, quoi. Après, la presse écrite fait aussi un super taf, quoi. Enfin, voilà, il y a la recherche, il y a Science et Vie, Science et Avenir. Enfin, voilà, il y a quand même plein de revues qui sont encore là. Science et Vie, c'est un peu compliqué puisqu'ils ont été rachetés et que ça commence à tuer un petit peu, comme on dit. Mais voilà. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil aux gens qui sont là, un conseil comportemental pour apprendre des choses sur Internet et être plus ou moins... quelle méthode tu leur donnerais, enfin, qui cherchent des informations un peu fiables, en fait? Qu'est-ce que tu proposerais? En fait, je crois que le conseil le plus important, c'est de recouper les sources. C'est en fait de ne pas prendre forcément pour argent comptant tout de suite. C'est-à-dire qu'il y a des vulgarisateurs qui sont super bons, qui font déjà un taf, qui sont déjà bien installés. C'est-à-dire qu'il y a des voilà, ils sont
ils ont déjà une crédibilité qui est là. Après, ça ne veut pas dire que d'avoir une crédibilité qui s'est formée tout le long, ça ne veut pas dire qu'un jour, on ne pourra pas dire des bêtises. Voilà, faut être réaliste un peu là-dessus. Après, il y a des chaînes aussi institutionnelles. Par exemple, le CNRS a une chaîne YouTube où ils mettent du contenu de vulgarisation. Donc voilà, il faut recouper les informations. Je pense que l'important, c'est de recouper l'information, de regarder dans un article, est-ce qu'il y a la source? Si ça parle d'un article scientifique, est-ce qu'il y a la source? Est-ce que l'article scientifique est cité? Est-ce qu'on peut aller le lire? Alors, si on ne lit pas l'anglais, c'est compliqué. Mais est-ce qu'on peut aller au moins lire le résumé de l'article scientifique? Est-ce qu'il y a des scientifiques qui ont été interviewés pour cet article? Est-ce que ces scientifiques sont spécialistes? Aller regarder un peu leur CV. Voilà. Et de recouper. C'est-à-dire que si c'est un article d'un site un peu douteux qui dit les choses et que ça se recoupe pas avec d'autres médias, etc. Voilà, on peut se poser légitimement la question de se dire, waouh, bon, peut-être qu'il y a un truc, il faut que j'aille vérifier, est-ce que ce site est vraiment fiable, voilà. Après, moi, ça m'est déjà arrivé de trouver du contenu hyper bien. Et puis, je suis tombée sur un contenu sur lequel je travaillais et c'était nul. Et du coup, ça m'a fait remettre en question le reste parce que je me suis dit, ben, s'ils disent des choses fausses sur ce sur quoi je travaille, ben, est-ce que c'est pas le cas sur autre chose? Voilà. C'est ce qu'on appelle le effet de halo qui peut être positif ou négatif. Et ça dépend. Quoi. Et si le titre, ouais, voilà, c'est un peu ça. Après, on peut pas être bon dans tous les domaines aussi. J'ai tendance à me dire que des gens qui parlent un peu de tous les domaines, ça devient compliqué, quoi. Ouais. Enfin, en tout cas, je trouve que voilà. Enfin, moi, j'irai pas parler de physique. Enfin, je vais pas me lancer sur des trucs. Je sais que je peux parler de cerveau, de mémoire, de méthodes scientifiques, d'expérimentation animale. Même en neurosciences, je ne suis pas capable de parler de certains sujets de mes collègues parce que c'est éloigné de ce que je fais et que c'est pas du tout voilà, mon sujet de recherche et que je suis pas compétente sur ce genre de choses, quoi. Après, par exemple, il y a des podcasts qui sont de qualité. France Culture, la méthode scientifique. Enfin, c'est des scientifiques qui interviennent dans une émission qui est hyper préparée. C'est carré, c'est hyper bien. Il y a plein de chaînes sur YouTube qui sont aussi super bien, quoi. Donc et qui ont plein de contenus différents. C'est-à-dire que il y en a, ils vont faire ça sur le ton de l'humour. Il y en a qui vont faire ça sur le ton hyper sérieux. Enfin là, ça parle de physique, de bio, de neuro. Donc voilà, il y a plein de contenus. Mais ça peut être difficile, je conçois, pour des gens qui sont hors des domaines d'arriver à savoir quoi faire. Je pense que déjà commencer un peu par les sites institutionnels, c'est-à-dire de parler. Quand on parle, je pense que là, les gens qui regardent, ils connaissent déjà un peu. Et du coup, c'est peut-être prêcher un peu des convaincus. Mais peut-être partir des sites institutionnels. Le CNRS qui fait par exemple la chaîne Zest de Science. Et du coup, de fil en aiguille, on peut tomber sur d'autres contenus. Le Planétarium qui fait les émissions aussi. Voilà. Enfin, donc, du coup, petit à petit, on fait le contenu aussi de référence. Et aussi ne pas se laisser avoir par les algorithmes. Parce que on va regarder une vidéo sur l'espace et on va nous proposer un contenu sur nous ne sommes jamais allés sur la Lune. Donc voilà, se méfier des algorithmes parce que les algorithmes vont pas forcément mettre le contenu dont vous voulez, quoi. On a Street Photographie qui dit que si on doit vérifier soi-même les sources, le vulgarisateur ne sert plus à rien. Alors, c'est pas tout à fait vrai, parce que le vulgarisateur fait ce travail, mais il peut se tromper. Il peut se tromper comme n'importe qui, et donc c'est important de regarder plusieurs, et puis de vérifier de temps en temps un petit peu. Tiens, de quoi il parle, ça m'intéresse, je vais aller voir s'il y a un peu plus. C'est ça qu'on dit quand on dit vérifier les sources. C'est pas refaire le travail du vulgarisateur, mais c'est aller voir si ça tient sur quelque chose. Non, c'est ça. C'est surtout ça. C'est aller voir aussi si le vulgarisateur ou la vulgarisatrice partage ses sources. Dit comment il est allé trouver ce contenu. Là, la plupart, mais en tout cas des vulgarisateurs et vulgarisatrices que je suis, source,
C'est-à-dire que, je sais pas, par exemple, si je prends Tania Louis qui fait des petites vidéos pour les enfants ou sur les virus, etc., elle source souvent là où elle est allée chercher les informations, etc. Dirty Biology fait un peu pareil. Enfin, voilà, après, je suis tellement de chaînes que là, c'est les premiers qui me viennent parce que j'ai regardé des vidéos il y a pas longtemps, mais voilà. Donc, c'est un peu... et oui, là, comme je vois là, le commentaire, je comprends que des gens qui sont hors de ce milieu-là aient du mal à s'y retrouver parce que ça peut être compliqué. Et je pense que la clé est quand même le recoupement des sources. Voilà. D'aller regarder, de s'intéresser, voilà, d'apprendre aussi un peu ce que c'est que la méthode scientifique, de dire comment on va chercher des sources, sur quel site, pourquoi, est-ce qu'on répond à telle et telle question. Voilà, et il faut que la vulgarisation soit accessible. Si elle n'est pas accessible, je pense que ça marche pas. Si on est trop compliqué, ça perd les gens et quand on n'a pas les données pour faire, c'est pas possible, quoi. Donc voilà, être curieux, être ouvert aux choses, mais tout en gardant un esprit critique de pas forcément prendre pour argent comptant directement ce que les gens disent, enfin de premier abord, et ensuite d'aller recouper et de dire ah oui d'accord, il y a quand même beaucoup de gens qui en parlent, c'est intéressant, c'est plutôt, ça a l'air d'être plutôt vrai, quoi. Enfin... C'est surtout que vous pouvez déjà vous dire, est-ce que c'est une annonce extraordinaire? Si c'est une annonce extraordinaire, il faut des preuves extraordinaires. Si c'est quelqu'un qui vous dit, on a trouvé un développement cérébral particulier chez telle ou telle espèce, bon, il y a plein de gens qui travaillent dessus, ça semble vraisemblable, vous pouvez avoir plus ou moins confiance. Si c'est quelqu'un qui vous dit, on a trouvé des rats télépathes, là par contre, il faut commencer voilà, c'est ça aussi. C'est ça, voilà, faut commencer à se poser des questions, quoi. Et aussi moi, enfin, un truc qui m'interpelle un peu, c'est quand on a en face de soi un vulgarisateur ou une vulgarisatrice ou même un scientifique ou enfin un chercheur ou une chercheuse, n'importe, c'est de voir si la personne elle sort de son domaine de recherche. C'est-à-dire que moi, si je commence à parler de physique quantique, je pense qu'on peut prendre avec des pincettes ce que je vais dire sur la physique quantique, quoi. Je ne fais pas de physique quantique, je n'ai aucune notion de physique quantique. Enfin, voilà. Par contre, si je parle de cerveau et que je vais dire, bah là, je suis pas complètement sûre, par exemple, comme j'ai pu le faire ce soir, c'est-à-dire de dire, bah là, il faudrait que j'aille vérifier la publication parce que c'est pas une publication que je connais, ou on peut faire des hypothèses, mais on n'a rien pour la vérifier. Donc voilà, du coup de savoir dire aussi je sais pas, si la personne elle dit jamais je sais pas, qu'elle sort de ses domaines de recherche comme on a pu voir sur les médias où des gens sont capables de parler de tout et n'importe quoi avec un aplomb hallucinant, voilà, enfin je pense que c'est un bon indicateur aussi de se dire bah la personne en fait elle dit aussi je sais pas. Ça peut être déroutant d'avoir un scientifique qui est censé être l'élite, entre guillemets, même si j'aime pas ça, parce qu'on n'est pas du tout des élites, de dire, ben en fait, on sait pas. Voilà, je sais pas, c'est pas mon domaine, c'est pas... Voilà, donc... Oui, ça me rappelle un certain président, tout à fait. Les vulgarisateurs font en fait une partie du travail de mise en commun de l'information, recherche de sources, etc. Mais il en reste une partie à votre charge, bien sûr, pour savoir qu'est-ce qui rentre dans votre tête, en fait. Quelqu'un parlait de zététique, mais c'est tout à fait ça. Il faut apprendre à trier ce qui va rentrer dans votre tête. Et effectivement, l'esprit critique, c'est chose qu'on doit apprendre. Parce que vous avez aussi des biais comme nous, même si on connaît notre domaine. Il y a des choses, c'est vrai que souvent mes collègues moi-même disons qu'on ne sait pas quand on ne sait pas, parce que ça fait partie aussi de la confiance. Quelqu'un qui vous dit jamais qu'il ne sait pas, ça sent un peu mauvais en général. C'est ça. Si on a réponse à tout le temps, c'est que voilà, il y a un truc quand même sur des sujets qui sont extrêmement différents. Pour moi, ça devient vraiment sujet à caution. Et voilà, après oui, de garder quand même un esprit critique et de vérifier les informations, de regarder si c'est sourcé, enfin voilà. C'est très difficile à faire. Et effectivement, le travail d'un vulgarisatrice, c'est de faire ce chemin déjà, de rendre accessible la science au plus grand nombre. Donc oui, ils sont capables de parler de beaucoup de sujets, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne se sont pas informés avant. J'en connais beaucoup, des vulgarisateurs ou des vulgarisatrices qui vont... parler avec des chercheurs en amont pour mettre en place les manips pour le grand public, etc. Et pour justement éviter de dire
des bêtises, en fait, finalement. Et au final, de dire, en fait, si vous avez des questions, vous pouvez contacter le chercheur ou la chercheuse en charge et vous aurez vos réponses. Mais moi, je ne suis pas capable de répondre. On a Lanouille qui pose une question à la fois très rigolote et très intéressante. Je sais pas si Lanouille, tu te rends compte que ta question est intéressante en plus de la blague. Quel est l'effet de la microgravité sur l'esprit critique? À mon avis, il doit y avoir pas mal de biais qui se mettent en place en la force de pesanteur. Ouais. Étant donné que je pense qu'il y a des trucs sur l'attention, etc., que le cerveau est quand même un peu modifié, c'est possible que, voilà, Mais par exemple, c'est marrant parce que je parle des fois avec mon chef de manip qui sont faites dans l'espace par les astronautes et ils sont tellement conditionnés à faire certains trucs. Genre, on leur dit, il faut tourner la vis tous les jours. Enfin, voilà, une vis, un truc, on s'en fiche. Et genre, il y a un petit truc dans la manip qui était pas marqué. Et genre, il a pas tourné la vis un jour parce que c'était pas marqué qu'il fallait tourner la vis. Alors qu'en fait, c'est juste une erreur, quoi. Donc, je pense que voilà, après, on a tous des biais, on a tous plein de trucs à faire. C'est ça qui est un peu marrant parce que du coup, finalement, tout le monde est sujet au biais. Et je pense qu'à partir du moment où on se rend compte que tout le monde est sujet au biais, y compris nous-mêmes, ça change aussi la donne par rapport à ça. Et aussi de sortir un peu de sa zone de confort. Moi, je sais qu'il y a quelques années, je suivais beaucoup de vulgarisation sur des sujets que je connaissais déjà, ou de la biologie parce que ça m'intéresse principalement, etc. Et en fait, là, aujourd'hui, je vois que je suis pas mal de comptes aussi sur les sciences humaines et sociales, par exemple, pour essayer d'élargir un peu les horizons, quoi. Donc, c'est sortir aussi un peu de sa zone de confort, parfois, de se dire ok, alors attends, peut-être que là, c'est moi qui me trompe. Si, comme on dit, s'il y a 50 personnes qui disent à une personne qu'elle se trompe, c'est peut-être pas que les 50 personnes sont dans un complot, mais que la personne se trompe, effectivement. Donc voilà, c'est un peu... Il nous reste plus beaucoup de temps. Je propose qu'on parle un petit peu de ton parcours. De comment on devient une Alexandra Gros qui travaille sur des animaux, sur la mémoire du cerveau des animaux et qui fait de la vulgarisation comme tu fais toi. Qu'est-ce que tu as fait comme parcours? Alors, j'ai un bac S, SVT. J'étais déjà intéressée par la SVT, sciences de la vie. Et ensuite, j'ai fait une prépa BCPST, donc biologie, chimie, physique, sciences de la Terre. Je voulais être vétérinaire et du coup, ça s'est un peu dévié à un moment donné. Voilà, j'ai pas eu le concours, donc du coup, j'ai bifurqué. Mais en fait, je voulais être vétérinaire pour travailler sur la mémoire des dauphins. Donc du coup, finalement, je travaille sur la mémoire, pas chez le dauphin, mais je travaille sur la mémoire, donc c'est pas si éloigné. Et donc, j'ai fait 2 ans de prépa à Grenoble. Ensuite, je suis partie à la fac de Poitiers, qui a un super cursus physiologie et neurosciences, que j'ai suivi, physiologie animale et neurosciences. Ensuite, j'ai fait un master 1 à Paris de neurosciences, un master 2 à Orsay de neurosciences aussi. Voilà, donc j'ai un master en neurosciences finalement. Et ensuite, j'ai fait mon doctorat à l'université Paris-Sud, qui est maintenant l'université Paris-Saclay. Voilà, j'ai fait mon doctorat pendant 4 ans, pardon. Oui, 4 ans. 3 ans, 4 ans. Où j'ai travaillé sur la mémoire épisodique chez le rongeur, chez le rat de laboratoire. Une question tout à l'heure sur la mémoire épisodique, ce que c'est que la mémoire épisodique. Donc, pour répondre à la question au passage, la mémoire épisodique, c'est ce qu'on appelle nos souvenirs. Voilà, c'est la première fois qu'on a fait du vélo, la dernière fois qu'on est allé manger au restaurant, parce que là, on s'en souvient bien en ce moment. Voilà. C'est tous nos souvenirs de la vie personnelle. C'est ce qui nous définit, en fait. La mémoire épisodique, c'est ce qui nous définit. Du coup, j'ai travaillé sur la mémoire épisodique chez le rongeur parce qu'on pensait que les animaux n'avaient pas de mémoire épisodique parce qu'il faut être capable de se remémorer les événements de vie. Et en fait, comme les animaux ne parlent pas, on ne pensait pas forcément qu'ils étaient capables de revivre les événements. Et en fait, il s'avère que maintenant, on sait qu'il y a plein d'animaux qui font de la mémoire épisodique. Donc, c'est hyper intéressant. On a mis en place des stratégies pour justement vérifier qu'ils ont de la mémoire épisodique. Et donc, après mon doctorat, je suis partie en postdoc. Donc, un postdoc, donc c'est un contrat
là, j'avais un contrat de 2 ans, plus 1 an, dans une autre université. Alors, souvent, on part à l'étranger. En tout cas, on bouge un peu de place. Et j'ai travaillé à nouveau sur la mémoire chez Le Rongeur. Voilà, pendant 2 ans et demi à Édimbourg, en Écosse. L'Écosse que tu connais. Et ensuite, je suis rentrée en France. Je suis allée faire un postdoc d'1 an à Lyon. Et là, depuis du coup 1 an et demi, je suis en postdoc à Bordeaux avec le CNES. Donc voilà. Et donc c'est à partir d'Édimbourg que tu as commencé à t'intéresser à la vulgarisation, tu me disais? Ouais, c'est ça. En fait, ça se passait pas forcément hyper bien à Édimbourg au niveau de la recherche. Et du coup, on m'a proposé de participer justement au blog de neurosciences pour le CNRS. Et du coup, en fait, je me suis plongée dedans. J'écrivais, je faisais des trucs toutes les semaines sur des images de neurosciences, etc. Donc, ça m'a un peu sauvée entre guillemets pour continuer dans la recherche parce qu'à un moment, je voulais arrêter. Du coup, la vulgarisation, c'est vraiment un truc. J'en faisais déjà un peu parce que je faisais déjà la semaine du cerveau. Pareil, je suis intervenue. Il y a des élèves de lycée qui sont venus à Édimbourg au labo pour voir comment ça se passait, etc. Et du coup, en fait, c'est vraiment le blog qui m'a mis le pied dedans, en fait. Et depuis, dès que je peux faire, j'en fais quoi. Et après, j'ai pas forcément envie. Par exemple, la radio, ça va. Vidéo, moins, parce que j'aime pas forcément me voir en vidéo, mais là, ça va. Le live, c'est pas tout à fait pareil. Voilà, c'est pas pareil, c'est pas le même contenu. Et surtout, en fait, sur YouTube, par exemple, il faut faire du contenu. C'est extrêmement chronophage. Déjà, quand je vois le temps que ça me prend pour écrire. Voilà. Il faut monter la vidéo aussi après. Il faut avoir le matériel, il faut avoir l'envie. Donc, c'est pas forcément quelque chose que j'ai envie, mais quand on m'interroge, je le fais, il n'y a pas de souci. Donc voilà. Et la vulgarisation, ouais, c'est vraiment un truc que je trouve super important, quoi. Donc, c'est bien, c'est cool. Et merci à toi d'être venu nous voir au Planétarium. Je vois que les gens continuent à poser des questions. Malheureusement, on pourra pas aller plus loin, mais n'hésitez pas à lui poser des questions si vous êtes sur Twitter, puisque je pense que tu discutes avec les gens aussi. Je réponds sur Twitter si c'est gentil. Ouais, voilà. Si c'est des questions pour apprendre et non pas pour prouver, parce qu'il y a 2 types de questions. Les questions, qu'est-ce que tu fais comme recherche? Et les questions, mais tu fais de la mauvaise recherche. Voilà, il y a 2 sortes de questions. Voilà, oui, c'est ça. C'est un peu le truc. Et je vois qu'il commence à faire des blagues aussi. Je pense que nous arrivons au bout de cette session. Merci beaucoup à tous et tous d'avoir suivi cette session. J'espère que ça vous a plu. Vous avez été plus d'une 60aine à suivre cette session à tout moment. Donc je pense que c'était plutôt chouette. Les gens sont contents. Hein. Est-ce que toi tu es contente de sa session, Alexandra? Ouais, c'était super chouette. Ouais. Il y a des super questions et tout. C'était vraiment cool. Et on applaudit le lion pour ses questions, le lion et la nouille pour leurs questions rigolotes, mais qui en fait sont en fait très bien posées. Il y a eu des super questions. Franchement, on a l'impression que c'est des questions naïves ou un peu bêtes et tout. Et en fait, il n'y a jamais de questions bêtes parce que c'est des questions qu'on se pose aussi. Alors du coup, voilà. J'aime bien faire remonter les jeux de mots parce que souvent, ils se cachent derrière des vraies questions. Je sais pas si c'est conscient ou pas, mais en tout cas, c'est toujours intéressant de les poser. Allez, je vous dis à bientôt au Planétarium. Vous êtes reçus par Pierre lundi. La semaine prochaine, mercredi prochain, je fais le quiz numéro 6 à 18h30 toujours. Et jeudi, c'est une semaine très chargée en live la semaine prochaine. Jeudi 22 à 10h30, c'est Pierre qui vous reçoit pour le live du décollage de Thomas Pesquet avec l'astronaute Michel Tonini. Entre autres invités, et puis le lendemain, le vendredi à 10h30, c'est l'amarrage de Thomas Pesquet, toujours avec Pierre en live. Ça fait beaucoup de live la semaine prochaine, mais c'est l'événement qui veut ça. Et à ta place, Alexandra, vendredi dans 2 semaines, il y aura Emma Hollen, qui est journaliste scientifique, que tu connais certainement, qui va parler de philosophie des sciences avec moi. Voilà, donc soyez là, ce sera super cool. Et mercredi prochain, après le live de lundi avec Pierre, avec un autre astronome, mercredi d'après encore, je vais parler de comment construire une constellation en 3D chez soi avec du matériel de la maison.
Voilà, pour vous amuser à voir l'espace sous un autre Trop point de bien. vue. Voilà tout ce que j'ai en tête par rapport à la future programmation. Donc tous les lundis avec Pierre, tous les mercredis avec moi jusqu'à dans 2 semaines, vendredi d'après Olène, et jeudi qui vient avec Pierre pour le décollage de Thomas Pesquet. Voilà, tout ça sera noté sur le Twitter du Planétarium, bien sûr. Vous aurez toutes les infos. Je vais arrêter l'enregistrement, donc je vous dis à bientôt sur YouTube, et on se retrouve sur le chat pour se dire au revoir dans quelques instants.